T'as vendu ta famille pour 18,90 €. Ça y est, maintenant, t'as décidé de faire de l'oseille sur ton père. C'est bon, laisse tranquille ton père. C'est pas parce qu'il t'a mis deux, trois claques qu'aujourd'hui tu dois en faire toute une histoire de vie. Arrête de nous foutre la honte. T'es une honte pour nous. Ouais, c'est ça, t'es une honte pour nous. Te dis pas pakistanaise. T'es non merci. D'autres communautés c'est les gens, c'est la personne elle-même qui m'aime pas, va aller dire force aux Pakistanais, j'aurais pas aimé avoir une affiche dans ma communauté. Mais parce que juste que je suis une grande gueule, c'est tout. Que ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que je parle au nom de leur sœur. Je parle au nom de leur mère. Je parle pour leurs grands-mères qui ont vécu des atrocités. Je parle. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de femmes parlent. Beaucoup de femmes parlent. Mais une femme pakistanaise, c'est pas encore arrivé. Ça va arriver, tu vas voir. Tu vas voir, les choses vont changer. Beaucoup de Pakistanaises les Indiennes vont s'ouvrir là. Tu vois? Parce qu'il en fallait une pour démarrer. Et ouais, ça a démarré par moi, ça m'a coûté très cher, hein. Mais c'est pas grave. On va aider les autres. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Donc merci Afshi, a.k.a. Afshan, ou le contraire. C'est ça, Afshan, Afshi, a.k.a. Afshi, oui. d'être venu chez Value, de bonne heure, de très bonne heure. Ouais. Parce que là, je sais que tu vas carburer toute la journée sur Paris. Ouais. D'abord, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, un peu. La course, hein, fatiguée, mais on n'arrête pas. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Pas trop fatigué avec tout ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs, Si, forcément. De toute façon, ça fait un petit moment en France que l'ambiance va pas bien. On a constamment depuis le Covid, tu vois, on n'est pas serein en France. Depuis le Covid, il se passe constamment, on est constamment en tension, on n'a rien de positif. Donc du coup, faut créer le positif chez soi. Mais en tout cas, ouais, si, très fatigué par l'environnement ce qui passe dans notre pays et ça fait mal. Ça fait mal. Comment tu crées le positif, toi? Moi, je crée le positif dans mon propre monde à moi. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire la distinction entre le fait qu'il y a le monde et il y a mon monde. Et c'est très important pour moi de préserver ce monde-là, celui qui nous appartient. Parce que on pourra pas être... je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le service, dans l'aide, dans l'écoute des gens. Et en fait, je peux pas... et puis, je suis très intéressée aussi par tout ce qui se passe dans le pays. Je suis pas quelqu'un qui reste dans ma petite niche et qui s'en fiche de ce qui se passe autour. C'est très intéressant et important de s'occuper et de s'intéresser un peu de ce qui se passe autour de toi. Mais tu peux vite te laisser embarquer par cette, on va dire, négativité. Donc, ce qui est important, voilà, moi, je reprends ma petite bulle à moi. C'est-à-dire que j'oublie pas mes passions, j'oublie pas ce que j'aime faire. Ça peut être du petit sport, ça peut être jouer, je dis n'importe quoi, avec mes animaux, ça peut être juste, j'adore colorier, je suis une artiste, j'adore colorier, j'adore faire des puzzles, j'adore me détendre et danser, évidemment. Donc ouais, pas oublier son petit monde et pas se laisser abattre par l'environnement qu'on a autour de nous. Voilà, j'essaie vraiment de préserver ça, quoi. Alors à Paris, c'est vrai que c'est tout le temps la pression, la tension, les grèves, etc. Comment ça se passe à Lyon? C'est pas pareil, hein. Ah, moi, je vous tire mon chapeau, les Parisiens, parce que vraiment, vous êtes, mais d'une force mentale. Moi, en tant que Lyonnaise, j'adore ma ville parce que, alors, il y a évidemment, c'est une grande ville, hein, on appelle Lyon le Petit Paris. Donc, évidemment, il y a toujours des trucs, mais franchement, c'est une ville sereine, c'est une ville où on a le sourire, tranquille, on arrive à relativiser, on n'est pas stressé comme le stress qu'on peut ressentir à Paris ou ce poids de la pression d'angoisse, constante, quoi. c'est Ouais, ça. on l'a pas à Lyon. À Lyon, on l'a pas du tout, au contraire. Nous, on a vite, tu sais, à Lyon, on a l'avantage en voiture ou en transport en commun. En même pas 20 minutes, on peut vite être dans les champs, dans la campagne. Donc, tu peux vite aller t'aérer. On a le Montou, on a des petites, des petites collines. Donc, franchement, tu peux vite aller prendre l'air et revenir avec, un bon petit coup de boost. Voilà. Donc, et on aime tous à peu près faire ça à Lyon. Tous les Lyonnais, on aime bien ce petit côté. On prend de la distance et on revient. T'as grandi, toi, donc à Lyon, plutôt en centre-ville ou plutôt en banlieue?
Alors, moi, j'ai grandi d'abord en banlieue. Et ensuite, avec le temps, les déménagements, là où j'ai commencé à prendre avec mes parents, j'étais plutôt en banlieue. Mais banlieue, ça va, hein, pas, je veux dire, nous, nos banlieues à Lyon, c'est pas, elles sont un peu à l'image, évidemment, des banlieues françaises comme Paris ou comme Deauville. J'ai pas dans ces banlieues-là. Moi, ça va. J'ai pas eu, on n'a pas vécu dans des blocs, comme on dit. Non, ça va. Mais quand je dis banlieue, c'est ouais, plutôt quartier, pas forcément. Tu vois, par exemple, j'étais au collège, c'était des ZEP, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était pas non plus c'est pas non plus hyper difficile, quoi, là où j'ai vécu. Et après, là, maintenant, plutôt en centre-ville, mais je suis pas une grande fan du centre-ville. Pourquoi? Parce que tu peux pas respirer, justement, Ouais. c'est ça? En fait, je suis quelqu'un de très, très, très hypersensible. Et les bruits, les odeurs, encore une fois, le stress de la ville, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'y suis bien parce que je viens pour un but précis. J'y travaille ou j'ai un objectif ou voilà, j'ai un truc à acheter, je peux le trouver qu'en ville. Il n'y a pas de souci, je passe un bon moment. Mais il faut vite que je rentre chez moi ou il faut vite que je reparte un peu à l'extérieur, quoi. Quel souvenir, toi, tu gardes de la ville de Lyon pendant ton enfance? Quel souvenir j'en garde? Oh, mais moi j'ai toujours eu une très très belle image de Lyon. Toujours, que ce soit dans l'enfance ou. Ouais, non, j'ai toujours adoré cette ville. Évidemment, quand on était petit, j'avais pas une famille forcément qui sortait, on n'allait pas trop au cinéma. Enfin, c'était pas trop notre ambiance. Donc, j'ai connu la ville un peu tard. J'ai connu la ville vraiment toute seule, en prenant le métro, en voyageant un peu seule, en gambadant un peu toute seule. Mais ouais, jeune, j'étais plus dans nos quartiers à nous, donc une bonne ville. En tout cas, j'ai rien de mal comme souvenir, rien de mauvais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Pakistanais comme toi où vous viviez, vous étiez les seuls? Non, 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 non. On a une petite communauté de Pakistanais à Lyon, bien évidemment. Après, on est très communautaire. On est très communautaire. Bizarrement, mon père, non. Il a choisi un appartement où il n'y avait pas forcément de Pakistanais autour de nous. Mais quand tu vois, il y en a encore un petit peu qui sont un peu à l'écart et tout. Mais généralement, on est très communautaire, donc ils habitent souvent dans les mêmes quartiers, ils achètent les maisons dans les mêmes endroits, ou ouais, des fois ils habitent dans le même immeuble ou dans le même quartier, mais on est une petite communauté quand même. Je ne saurais pas te dire le pourcentage, hein, je m'y connais pas forcément, j'ai jamais fait de calcul par rapport à ça, mais oui, oui, on est un petit nombre quand même. Je le dis souvent, mais parce que moi, ça m'a marqué. Mes frères et moi-même, hein, on était les seuls Asiatiques, là où on allait, un petit peu partout. Bon, on a un peu vagabondé, quoi. Et on a souvent subi des remarques, des moqueries. Bon, c'est pas méchant, moi je le perçois pas comme quelque chose de méchant, hein, mais c'est quand même des moqueries sur les origines, quoi. Bol de riz, les nems, mangeur de chiens, etc. Est-ce que toi, ça s'est passé. Est-ce que pour toi, c'était pareil ou pas? Alors, c'est une excellente question il faut vraiment l'aborder, il faut vraiment en parler. Moi, quand j'étais jeune, j'ai évidemment subi, on va utiliser le mot racisme, mais c'est parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Mais en soi, c'est pas vraiment du racisme parce qu'effectivement, quand on est jeune, on se rend pas compte. C'est pas méchant, comme tu dis. Nous, tu sais, chez nous, ma maman cuisine que pakistanais. Donc, les épices, tu vois. Donc, du coup, les épices indiennes, pakistanaises sont très fortes. Donc, ça s'imprègne dans nos vêtements. Ça s'imprègne dans notre peau. On transpire les épices. Donc, ce qui fait que, effectivement, hein, quand tu arrives à l'école, tu sens les épices, hein, tu sens un peu le curry, tu sens un peu le masala, tu sens un peu le tandoori. Et oui, oui, tu peux avoir des belles petites remarques à l'école et surtout au collège parce c'est l'âge où on est un peu méchants entre nous. Oui, ou par exemple, ouais, t'as des personnes qui m'aimaient pas forcément ou qui étaient un peu dans l'harcèlement scolaire, mais vraiment à petite dose et ouais, de loin, je reste pas à côté d'elle, elle sent une odeur bizarre ou des trucs comme ça. Ma mère, du coup, n'est pas française, donc forcément, elle a un style vestimentaire complètement pakistanais. Donc, on était forcément sujet à porter parfois des tenues pakistanaises ou être coiffé comme une pakistanaise. Alors, qu'est-ce que j'entends par coiffage? C'est le fameux palmier, je l'appelle. Ma mère, on avait des cheveux, parce que tu sais, on a des cheveux très, très souples, et du coup, elle prenait nos cheveux aux filles, et elle nous faisait un palmier sur la tête avec la couette ici,
Mais personne n'avait ça. Mais personne n'avait ça. Quand tu vois les photos d'aujourd'hui, tu te dis, mais, Donc, qui mais booster, maman, quoi. qu'est-ce que tu me faisais? Et oui, mais c'est ça. Et du coup, les gens te regardaient bizarre. Moi, je me dis, c'est quoi cette couette-là? Les gens, ils ont des couettes derrière, tu vois, ou ils ont des petites couettes comme ça. Moi, ma mère, elle me foutait à palmier. Mais aujourd'hui, c'est hyper drôle, c'est trop drôle. Mais c'est vrai que je trouve un petit peu dommage quand même, parce que tu dis que c'est pas méchant. Et je suis d'accord, c'est pas méchant. Il y a pas cette notion de méchanceté à cet âge-là. On est un peu naïve et puis on se laisse embarquer dans le truc. Mais ça serait important quand même que les parents, les futurs parents, tu vois, sensibilisent leurs enfants. Peu importe le secteur, le quartier, qu'on grandisse dans des banlieues ou pas. Bah, la France est bourrée de personnalités, enfin pas de personnalités, mais d'origines différentes, de racines. On vient tous un peu de... Voilà, on a tous des mélanges. Il faudrait qu'on s'éduque un peu. En fait, il faudrait qu'on passe à autre chose, quoi. Il faudrait on en rigole. Genre, j'adore ton odeur. Faudrait que ce soit positif, tu vois. Genre, je sais pas, toi, tu dis bol de riz. Faudrait que ce soit un truc plus drôle, tu vois. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on est un peu méchant. C'est un peu piquant, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, on en rigole, mais à l'époque, ça faisait un peu mal, hein. C'est ça, et peut-être qu'on en rigole aussi parce qu'on a grandi comme ça, et on le prend comme ça. Après, Oui. il y a d'autres personnes, peut-être qui plus sensibles ou Mais plus complètement. voilà, Complètement. qui prennent ça pour du harcèlement. Moi, je l'ai pas pris pour du harcèlement, mais Oui. peut-être que ça l'était. Exactement. Et alors, c'est ce que je dis, c'est que pour ces gens-là, pour ces gens qui sont justement sensibles, il faut pas que les gens qui sont un peu moins sensibles, par exemple comme toi ou moi, bah, qu'on les oublie eux. C'est-à-dire que pour eux, il faut dénoncer. Tu vois, moi, je pourrais le prendre à la légère en disant, ah, ça va, c'est bon, c'est pas méchant, mais si, moi, c'est pas méchant pour moi parce que j'ai une force mentale, peut-être que la personne à côté, elle l'a pas. Donc pour elle, non, il faut que je dénonce, il faut que je continue à en parler, tu vois. Donc oui, c'est pour ça que je dis, il faut que les futurs parents, nous, nos générations, ou là actuellement, ceux qui sont en cours, il faut qu'ils sensibilisent en disant non. Il y a des personnes, tu vois, moi je serais maman, je dirais à mon fils ou à mon enfant, enfin à ma fille, tu vas aller à l'école, il y a des gens d'origines différentes, il y aura des gens que tu n'auras pas forcément l'habitude, dans la famille de croiser ou quoi, eh ben tu les respectes comme tout le monde. Et parle-en à moi, mais si tu veux, par exemple, tu as une remarque à faire ou tu as envie de rigoler avec, bah justement, mets-le dans le positif. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à éduquer, en fait, c'est le positif. La richesse dans les différences. Et ça, moi, tu vois, je l'ai appris tard, quoi. Enfin, je l'ai appris tard. Si, je l'ai appris tard. Je l'ai appris tard que c'est une richesse d'être différent. C'est une richesse d'avoir tout ce bagage en soi, de sentir le curry ou de mettre un palmier sur la tête. C'est une richesse de fou. Et juste en positif. C'est vraiment ça que je voudrais que les gens arrivent à changer comme mentalité. Personnellement, moi, mes premières amies, je me les suis faites au collège. Donc j'avais toujours j'ai toujours tissé des liens ensuite avec ces amis-là. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Est-ce que tu as un groupe de potes en fait avec qui tu es resté amie? Ah là 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 là, cette question. Les potes, c'est tout un sujet. Non, 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 je n'ai plus d'amis du collège. Et c'est vraiment intéressant comme question. En fait, on la pose très rarement d'ailleurs. En fait, vous êtes nombreux et on est très nombreux effectivement. Moi, j'en fais pas partie. J'ai envie de te dire, bah, c'est la vie, hein. Il n'y a ni de malheureusement ni d'heureusement. C'est la vie. J'ai eu mes amis depuis le collège pendant très longtemps. Mais en fait, nos chemins se sont séparés parce que je sais pas, à un moment donné, tu mûris sur certaines choses, tu grandis et tu te rends compte que bah, soit il y en a qui t'utilisaient, soit bah, tu étais un peu la copine de service, soit bah, juste que vous vous entendiez plus en fait et que voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas ce goût, je fais pas partie de ces gens qui pourraient dire ah ouais moi j'ai des potes qui sont là depuis le collège quoi. Comme par exemple moi mes meilleures amies à moi, je les ai toutes rencontrées à la danse parce que je suis prof de danse et en fait ça a toujours été c'est des élèves qui sont devenus amis. Et ça c'est pour le coup j'ai envie de te dire ça a pas de prix parce qu'on partage la même passion et on s'est rapprochés de par nos histoires, de par notre alchimie, notre sensibilité à chacune. Et ouais aujourd'hui mon entourage proche, il s'est beaucoup formé autour de la danse, grâce à la danse. Mais le reste, les gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont connue quand j'ai fait de la corde à sauter avec eux, ou j'ai fait des trajets de école-maison avec eux, non, je les ai plus, ceux-là. Mais je sais qu'ils me suivent sur les réseaux.
Je sais qu'ils sont pas très loin. Ouais, ça veut dire que vous vous parlez quand même Non, non, je pas du sais tout qu'ils sont dans les parages parce Ah, qu'on d'accord. connaît les comptes de chacun. Et on a à peu près tous les mêmes anciens comptes Instagram quand on était au lycée. Enfin, on s'est suivis pendant un petit moment quand même. Hein. Puis après, voilà, la vie a fait qu'on n'a plus Ouais, rien à se dire, quoi. c'est les choses de la vie. Hein. Ouais, puis quand on n'a plus rien à se dire, faut pas. Tu vois, faut avancer et puis c'est tout. Et à cette époque, toi, est-ce que tu te confiais un peu à ses amis ou pas du tout? Si. Ouais, mais mes amis, j'ai toujours été quelqu'un de très transparente dans ma vie. On me l'a même beaucoup reproché. C'est-à-dire que je raconte beaucoup de choses. Je suis une grande pipelette, j'adore ça. Autant je peux être une grande silencieuse et j'ai pas envie de parler. Autant de l'autre côté, je peux vraiment beaucoup parler. Et ouais, non, j'ai beaucoup raconté mes histoires de famille, mes problèmes de famille, que mon père me frappait, que mon père frappait ma mère. Tout le monde était au courant. Enfin, mes amis, en tout cas, étaient au courant, ouais, ça se voyait. Et comment elle le percevait? Oh, tu sais, forcément, ça choque. Mais qu'est-ce que tu veux faire à cet âge-là? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible de faire quoi que ce soit. Là où moi ce qui me désolait dans le fait où je m'en voulais de le raconter, je me disais, mais en fait, elles vont le raconter à leur famille. Forcément, hein. Tu peux pas leur dire, dis pas à ton père, dis pas à ta mère. Forcément, on est au collège, on a envie d'un peu de se confier à sa maman, à son papa. On dit, oh, tu sais, le papa de nanana. C'est un peu le seul truc que je m'en voulais de tout raconter, mais de l'autre côté, il fallait que je parle, il fallait que je raconte. Franchement, à cet âge-là, tu veux faire quoi? Il n'y a rien, enfin, à part dire, oh, c'est pas cool, c'est pas gentil, oh là là. Il y en a juste une qui un jour est sortie du lot, qui m'a dit, avec tout ce que tu vis, un jour t'écriras un livre, tu verras. Et c'est à elle que d'ailleurs j'ai dédicacé ma première page de livre. Quand j'ai écrit mon bouquin, c'est pour elle. Mais avec qui tu n'es plus en contact? Avec qui je suis plus en contact. Mais elle m'a écrit. Elle m'a écrit pour me féliciter pour mon livre à la sortie de mon livre. Voilà. Et sa grande sœur, qui était une très bonne amie à moi, avec qui m'a vu grandir, a lu mon livre et du coup, elles se sont passé le livre et du coup, elle l'a lu aussi par la suite. Mais on n'a pas repris contact pour autant. Et toi, tu dis justement que tes copines, elles en parlent avec leurs parents, ce qui est normal. Oui, Pourquoi en fait les services sociaux n'ont pas été alertés? ils ont été alertés. Mais le problème, c'est que les services sociaux en France, ils sont très bien, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. On manque de. Je pense que nos assistantes sociales, nos éducateurs, ils sont épuisés. Je pense qu'ils ont beaucoup de boulot. Il y a tellement de problèmes à gérer et ils sont obligés de hiérarchiser quelque part. Je pense que nous, on n'était pas un cas grave dans le sens où on avait quand même un papa qui était commerçant, qui travaillait, on allait à l'école, on a mangé à notre faim, même si c'était des vêtements d'occasion, on n'avait jamais de vêtements neufs, on s'habillait. Tu vois, on n'était pas dans le... Mais par contre, il y avait de la violence à la maison. Mon père, à chaque contrainte qu'il avait, c'était une claque, une baffe, un coup de pied, une insulte. Voilà, ça partait tac, 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 c'était automatique. Mais on n'était pas... je pense que c'est hiérarchisé maintenant. Au début, tu as envie d'aider tout le monde. Hein. Je pense que les services sociaux, si ils ont été créés, c'est parce que justement, ils avaient envie d'aider tout le monde. Sauf qu'après, il y a eu tellement de problèmes que tu es obligé à un moment donné hiérarchiser, quoi. Donc moi, je pense qu'on faisait partie du bas de la liste. Donc ils ont été avertis. Les assistantes sociales sont venues plusieurs fois à la maison. Sauf que j'ai un papa qui est un très, très grand beau parleur. Donc il savait à chaque fois les amadouer en disant « Ah, mais regardez, tout va bien, le frigo est plein, les vêtements, ils sont là. Ouais. Et vous aviez pas, on vous donnait pas la parole? Non. Ah non, on était trop petits, nous. Les enfants, on nous écoutait pas. Hein. Et puis, ma mère, déjà, elle parlait pas français, donc elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et nous, même si, moi, je me souviens, une ou deux fois, ma mère, quand les assistantes sociales étaient à la maison et que mon père était en train de parler avec elle, elle regarde le visage des enfants. Sauf qu'on est apeuré par notre père. On est apeuré. On n'oserait jamais dire à l'âge du collège ou de la primaire, papa, il tape maman, madame. On a trop peur de notre père à ce moment-là. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai le caractère pour. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais on est trop apeuré par cette ambiance, en fait. Quand la porte se ferme, quand les assistantes sociales elles sortent, qu'est-ce que votre père il vous dit ou qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Après, elles sont pas beaucoup venues. Hein. Elles ont dû venir dans notre vie. Elles ont dû venir peut-être 2-3 fois. Hein. Franchement, elles se sont pas foulées. Hein. Mais je comprends. Après, je respecte le métier. Il n'y a pas de souci. Mon père, je sais, je m'en souviens d'une, mais pas de toutes, malheureusement. Je pense que j'étais trop petite à ce moment-là, mais je me souviens d'une où j'étais au collège.
où ma mère avait dénoncé mon père parce qu'il nous faisait travailler au magasin. Et que moi surtout, où moi j'ai commencé à travailler avec mon père au magasin, mais en fait c'était pas de l'aide, c'était vraiment un vrai travail. J'y étais tous les soirs, tous les week-ends et toutes les vacances scolaires. Enfin, j'avais pas de vie d'adolescente, quoi. Et là, elle commençait vraiment à s'inquiéter, donc elle les a un petit peu alertés. Ouais, cette fois-ci, je me souviens, il l'a insulté. Il l'a insulté et je pourrais pas te garantir là tout de suite qu'il lui a mis une claque ou quoi, parce que je l'ai tellement vu frapper ma mère que ça serait même pas étonnant, tu vois, mais je peux pas te le garantir là tout de suite, tu vois, je veux pas m'avancer sur ça. Mais ce serait pas étonnant qu'elle ait pris une claque à ce moment-là, soit devant nous, soit dans la chambre. Mais par contre, elle a pris une insulte, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, tu me fais penser, en fait, j'ai une pote, moi, de lycée, qui s'appelait Yang Zen, donc une asiatique. Hein. Et pareil, le week-end, le soir et tout, j'allais la voir, mais elle était dans sa boutique, ses parents étaient traiteurs. Et donc, elle travaillait, quoi. Ouais, et c'est vrai que ça me faisait un peu de la peine. Moi aussi, j'ai aidé beaucoup mes parents, mais comme tu dis, c'était de l'aide, c'était pas du travail. Voilà. Elle était toute seule à servir les clients, etc. Et tu sais que je me suis beaucoup rapprochée de pas mal de jeunes de mon âge de la communauté asiatique parce que là où on était, alors dans le premier quartier où j'étais, donc dans l'épicerie, c'était un quartier plutôt, on va dire, communauté maghrébine. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Mais le deuxième, parce qu'après j'ai travaillé au restaurant avec mon père. Et au restaurant, donc les Asiatiques, vous avez beaucoup de restaurants, du coup, c'est un quartier de restaurants. Et du coup, j'en ai beaucoup vu. Donc, tu sais, dans les quartiers, tu passes le soir, tu fais des sourires et tu vois des gens de ton âge. Et on se regarde mutuellement, genre, ah, il est 23h, ouais. Allez, bon courage. À demain. Ou on se voit ce week-end, hein. Et en fait, on se croisait comme ça. Puis à force, tu vois, tu rigoles avec la personne, ça va, c'est bien passé le service aujourd'hui, tout ça. Et ouais, je suis d'accord que je me retrouve beaucoup on se retrouve pareil parce que je pense que c'est une mentalité un peu dans le continent asiatique, hein, parce que on compte beaucoup sur les enfants. On est des bosseurs. Hein, après, faut pas se cacher. Hein. On a des parents bosseurs, on a des parents commerçants, entreprenants. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait la distinction entre écoute, en Asie, ça se passe comme ça, mais en fait, en Europe, c'est peut-être pas pareil, en fait. Ouais, et ça, j'ai pas réussi à le faire comprendre à mon père. J'ai pas réussi. Parce que derrière, par contre, je pouvais pas suivre mes études, tu vois. J'ai dû arrêter mes études au bac. J'avais plus la force. Il m'avait épuisée. Parce que moi, vraiment, c'était un travail. Genre, à 14 ans, je travaillais. Et pas de salaire, pas de congé, pas de rien du tout. Je sortais du collège à 16h30. À l'époque, c'était ça, c'est 16h30. Ah, si à 17h, j'étais pas à la boutique, ça sonnait le téléphone. Hein. Et il m'a acheté un téléphone spécialement pour ça. À la base, il voulait pas que j'ai de téléphone. Il m'a acheté un téléphone. Il m'a dit, voilà, comme ça, quand je t'appelle, si t'es en retard, tu décroches. Et ouais. C'est un petit peu dommage. Moi, je pense que d'un côté, ça nous forge. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une limite quand même. Moi, il a été loin. Il y a beaucoup de parents qui vont très loin. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est lié à l'éducation, mais en fait, ils pensent faire bien pour toi? Tu vois, les parents comme ça, en fait, du bled, entre guillemets, hein, je parle de moi par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Ils se disent, vas-y, je dois faire ça pour mon enfant, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il sache que c'est la vraie vie, tu vois? Je suis d'accord avec toi. Évidemment que dans tous les cas, en tout cas connaissant nos parents dans cette mentalité-là, oui, pour eux, ils y voient que du bien. Mais c'est pas parce que eux, ils y voient que du bien qu'il faut pas leur dire attention. Là, non, en fait. Enfin, là, c'est un peu trop pour moi. Et ils ont leur part aussi à se dire ouais, on est en France. Mes enfants, alors j'ai jamais étudié en Asie, au Pakistan ou voilà dans tous ces pays. Je sais pas comment se passe l'école là-bas. Est-ce qu'il y a les devoirs à la maison? Est-ce qu'il y a une multitude de choses à apprendre? Est-ce qu'il y a la même pression qu'en France? Parce qu'en France, quand même, hein, je veux pas critiquer, mais je veux quand même un peu dire notre système scolaire, il est pas si simple que ça, ou il a été facilité peut-être avec le temps. Maintenant, à l'époque, nous, c'était des devoirs à gogo. Enfin. C'était difficile, hein. Donc, ton père, ça, il le voit. Il le voit que tu fais tes devoirs à la boutique. Et là, normalement, il est censé tilter. Disant, mais, ouais, non. Et qu'est-ce que je fais là? Je suis censée la faire travailler 1 heure, 2 heures. Rentre chez toi, va faire tes devoirs à la maison, en fait. T'as un toit, je paye un toit, en fait. Donc, va faire tes devoirs sur une table, sur une chaise, avec un petit plaid, avec un petit chocolat chaud à côté. Va, apaise-toi. Parce que si je suis venue en France, c'est aussi pour apporter un bien-être à mes enfants. T'as quitté le pays,
J'ai un grand respect pour nos parents qui ont réussi à quitter le pays, venir s'installer en France et s'offrir une situation et une sérénité pour leur enfant. Mais oui, mais ça coûte un peu cher, là. Là, tu me le fais payer un peu cher, en fait, parce que d'un côté, tu viens travailler, mais tu me fais travailler, mais c'est ton rêve, hein, à la base de venir. C'était pas le mien, hein. Moi, j'étais pas née à l'époque, hein. Tu m'as pas demandé mon avis. Donc aujourd'hui, en grandissant, il faudrait peut-être que tu demandes mon avis. Et c'est ce que je dénonce beaucoup sur les réseaux, c'est qu'on demande pas assez l'avis. Et là, je parle d'un cas général, je parle pas que de notre situation. On demande pas assez l'avis de nos enfants. J'en ai pas encore, mais je sais que je ferai partie de ces personnes qui vont beaucoup discuter avec les enfants en disant, bah, voilà, moi, j'ai envie de te mettre du rouge aujourd'hui. Est-ce que tu as envie? Non, j'ai envie de bleu. Eh ben, tu mettras du bleu. Et c'est pas moi qui décide tout le temps. Je vais décider pour toi sur des grandes décisions de vie, parce que tu n'as pas encore la capacité de faire le discernement entre le bien, le mal, ce qui est bien pour toi, tout ça. Mais je vais t'emmener à ça. Je vais t'emmener à t'éduquer, à ce que tu puisses dire petit à petit, oui, ça je veux, non, ça je veux pas, ça je sais pas encore, je me positionne pas. Voilà. Mais c'est vrai que nos parents, dans nos mentalités, n'ont pas du tout eu cette éducation. On ne demande jamais l'avis des enfants. Et ça détruit des vies. Moi, ça m'a détruit pendant longtemps. Parce que on demande jamais mon avis. Et du coup, tu sais, aujourd'hui, des fois, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais ça m'arrive des fois même dans la vie, tu sais, ça laisse des petites traces dans ta vie où, avant de donner ton avis, tu paniques. Genre, excusez-moi, je peux vous donner mon avis, tu vois. Alors qu'en fait, oui, allez, c'est libre parole, vas-y, mais t'es tout le temps gêné parce qu'on te demande tellement pas ton avis que t'as peur au bout d'un moment de donner le tien et puis tu t'excuses, désolé, hein, je veux pas faire de mal, hein, mais ouais, ça crée un peu de frustration en toi. Mais t'as pas peur que justement ça crée des enfants capricieux, le fait de tout le temps demander l'avis des enfants Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le caprice. Non, caprice, c'est dire oui à tout. Là, oui. L'éducation, c'est pas dire oui à tout à son enfant. Pas du tout. C'est pas du tout ça, l'éducation. L'éducation, c'est parler avec son enfant. Parler. Si t'es un parent, et je souhaite que tu sois quelqu'un de mentalement équilibré, qui n'est pas un extrême ou dans un sens ou dans l'autre, tu es mentalement équilibré, tu sais que tu peux apporter une éducation à un être sur Terre, eh ben, tu es capable de discuter, en fait. Tu es capable de... Et si ton enfant a une réponse à ce moment-là qui... Ah non, c'était pas la bonne réponse, eh ben, pas lui dire non, c'est pas la bonne réponse. L'emmener, lui faire comprendre, lui dire voilà. Et en fait, pour que l'enfant comprenne de lui-même, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 3 minutes, peut-être que ça prendra 3 ans, il n'y a pas de souci. Mais le rôle une des qualités d'un parent, ça doit être la patience. L'éducation, ça se fait pas comme ça. Ça met des années à se mettre en place. Des fois, tu plantes une graine à ton enfant, il a 6 ans, ça émerge qu'à 16 ans. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça, nanana, mais ouais, tu me l'as beaucoup rappelé, papa, c'est vrai. Bah, aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi tu me disais ça. Mais oui, c'est normal, c'est avec le temps. Parce que voilà, nous, on a des parents, c'est clac. Tout de suite, il faut comprendre. Et non, parce qu'ils parlent pas. et sans explication, voilà. Non, c'est ça. sans explication. Ouais. Moi, je me prenais des claques, je savais pas pourquoi. Pourquoi je me suis pris une claque, là? Pourquoi tu m'as tapé? Pourquoi j'ai un bleu? Bah, parce que tu m'écoutes pas. Ouais, mais t'as pas parlé. Je sais pas ce que tu veux. Bah, faut me parler, en fait, faut me parler. Explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, t'as qu'à pas en faire. Oui, mais je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, justement. Puis après, bah, tu sais, tu te tais, hein. Et après, qu'est-ce que ça développe en toi? La peur. Et La- le la- manque de confiance en soi aussi. Plus de confiance en soi. Ah bah forcément, quand t'as peur, c'est que tu sais pas te positionner. Donc ça développe de la peur en toi et c'est tout ce que je dénonce. Il faut pas avoir peur. Et les premiers à nous mettre de la peur en nous, c'est nos parents. Nos parents, c'est la première société qu'on affronte. C'est eux notre première société. C'est avec eux qu'on se bagarre, c'est avec eux qu'on pleure, c'est avec eux qu'on rigole, c'est nos amis un peu, avec eux qu'on se confie. C'est la première société de notre vie, c'est nos parents. Donc si eux, ils arrivent et bam, déjà, eux, t'as peur d'eux, mais toute ta vie, tu vas avoir peur de la société qui est à l'extérieur de ta maison. Toute ta vie, tu vas avoir peur de ci, peur de ça, tu vas rejeter ça, ah non, ça je veux pas, ah, tu vas pas prendre de risques dans ta vie, tu vas pas oser, tu vas pas y aller. Ah non, non, la peur. C'est la seule émotion qui t'empêche de vivre de grandes choses dans ta vie. Hein. Ou même des petites choses, mais qui t'empêche de vivre des choses. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait étant plus jeune? Je pense que ce que j'aurais aimé faire plus jeune, j'aurais aimé avoir des petits moments entre copines. Tu vois, copains, copines. Quand je dis copains, pas forcément avoir des petits copains. Et tu vois, ma vie sexuelle a démarré très 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 tard, dû par le fait que voilà, on a eu ce truc bien enfermé. Et
c'est un autre sujet. J'aurais préféré j'aurais préféré un peu plus vivre mon adolescence. Tu vois, aujourd'hui, quand je vois ma meilleure amie ou mon fiancé, quand ils me racontent leur jeunesse, mais putain, je les regarde, je dis waouh, waouh. Mais alors moi, j'ai pas vécu ça du tout, en fait. Et en fait, c'est moi, bah, je sais parce que j'ai vu mes autres amis vivre ces choses-là. Mais c'est eux qui sont choqués de moi. C'est mes amis, enfin mon chéri ou ma meilleure amie, elle est choquée. Elle me dit, mais t'as pas vécu ça? Mais tout le monde vit ça à 16 ans. Tout le monde vit ça à 17 ans. Bah non, mon petit chat, moi, c'était pas dans mon destin. Et ouais, j'aurais voulu profiter un petit peu plus de mes amis. J'aurais préféré, tu vois, aujourd'hui, j'ai des filles qui m'écrivent du collège, qui m'ont retrouvée, peut-être des sortes de connaissances que tu croises un peu dans ta classe ou avec qui tu as des affinités dans le collège, mais qui sont pas forcément des copines. Elles m'écrivent, Imen, Sophia, elles m'écrivent et elles me disent, tu te souviens de moi, j'étais au collège avec toi, nanana. Je dis, ah, mais oui. Elles me disaient, mais pour te voir, on était obligé de venir à ton épicerie. Pour te voir, on était obligé de venir à ton restaurant. Et souvent, je me rappelle, on avait peur de ton père parce que dès qu'il arrivait, il nous faisait comprendre que fallait vite qu'on parte et tout, nanana. Et ouais, c'est ces petits moments que j'en manque. Je manque de souvenirs. J'ai pas assez de souvenirs. Et les souvenirs, c'est toute une vie, ça. C'est incroyable. Il faut créer des souvenirs. Il faut. Ça, Tu t'es rattrapée depuis? Ouais, j'ai vu beaucoup de choses depuis. Mais depuis peu, hein. Depuis peu, vraiment. Depuis peu. Après, j'ai aussi mon caractère où je suis quand même quelqu'un de très solitaire. Peut-être, soit je suis née comme ça, soit c'est la vie qui m'a rendue comme ça. Je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai besoin de rester un peu dans mon coin, de me ressourcer, tout ça. Mais j'ai un petit entourage. Tu vois, j'ai que 3 meilleurs amis. J'ai mon chéri, j'ai mes petits animaux. J'ai beaucoup, beaucoup de belles personnes autour de moi. Mais je suis pas la nana qui va constamment aller organiser des soirées. Allez, viens, on sort. Qu'est-ce que tu fais demain? Tiens, vas-y, j'ai 4 heures de dispo, là. Qui c'est que je vais aller voir? Non. J'ai pas développé ça en moi. Je suis quelqu'un de... Casanier? Ouais, très casanière. Mais d'où est-ce que ça vient? Dieu seul sait, je ne sais pas. Soit ça s'est développé avec le temps, comme je te dis, soit je suis venue au monde comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je suis très casanière, ouais. Je suis pas la nana qui va courir dans les soirées. Tu vois, ma meilleure amie, elle a fait son anniversaire il y a pas longtemps, bah, gros stuff et tout, j'y suis pas allée. Voilà. Et moi aussi, moi j'aime bien être tranquille chez moi, mes enfants, ma famille. Ouais. Après, bon, on est obligé de rencontrer du monde quand on travaille, etc. quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, Mais l'entourage, de toute façon, c'est celui que tu choisis. Voilà. Si t'es quelqu'un qui a besoin d'avoir du monde autour de toi, vas-y, pas de souci. Mais souvent, ces gens-là, ils s'oublient. Ils s'oublient. C'est-à-dire qu'ils pensent que la vie, c'est les gens, tu vois. Mais en fait, la vie, c'est pas les gens. La vie, c'est toi, déjà. Voilà. Déjà, c'est difficile de se connaître soi-même. On n'est pas tout seul dans nos têtes. Hein. On croit qu'on est tout seul, mais il y a beaucoup de gens là-dedans. Il faut se bagarrer et puis il faut se connaître avec celui qui est là. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça. Mais il y en a où Moi, j'ai pas peur d'aller affronter tous ceux qui sont dans ma tête. J'ai pas peur d'aller parler avec moi-même. J'ai pas peur d'aller, tu vois, d'aller creuser à l'intérieur de moi, de faire la bagarre avec moi et de m'apprécier aussi, de prendre soin de moi aussi. À moi toute seule, je suis une petite société, tu vois. À moi toute seule, je me complète vraiment beaucoup. Mais j'ai appris à le faire grâce à une thérapie aussi. Hein. Attention, hein, avec la vie que j'ai eue, de violence, de rabaissement, la confiance en soi, elle vient pas comme ça. Hein. Elle vient avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour. Et pour soi-même. Et puis, le jour où tu as compris que effectivement ton entourage déteint sur toi, si tu t'entoures de mauvaises personnes, t'attends pas à vivre de belles choses. Tu vas constamment, ah, c'est bon, ça m'a saoulé, avoir de la négativité autour de toi, de la toxicité, enfin, voilà. Mais voilà, quand tu choisis les bonnes personnes dans ta vie, ça va, t'es serein dans ton cœur. Et ces gens-là, tu vois, ils doivent apprendre à te connaître, ils doivent te respecter. Ils doivent respecter que, là, elle a besoin d'être seule. On la laisse, tu vois. Pas se dire, oh, moi, je suis quelqu'un qui fait la teuf. Ma meilleure amie, elle a mis du temps à me comprendre. Elle a mis beaucoup de temps à me comprendre parce qu'elle, c'est la nana, la teuf et tout, nanana. Enfin, elle adore voir du monde et tout. Et pourtant, on est comme ça, elle et moi. Mais moi, quand elle voyait que dans les débuts, je parlais pas, là, c'était ma période où là, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi, elle comprenait pas. Pourquoi tu me parles pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et avec le temps, elle a compris. Et là, maintenant, elle me respecte. Ah, là, j'ai compris. Okay, je te laisse tranquille. Et mon chéri, pareil. Aujourd'hui, au début, c'était compliqué pour lui, il ne comprenait pas. Des fois, je lui disais, non, tu vois, par exemple, je suis partie en vacances toute seule pendant une semaine au bout de notre 2e année. Oh, bah, au début, il n'a pas forcément compris. Mais après, il a compris. Je me suis dit, ouais, mais là, j'ai vraiment besoin d'être seule, là. J'ai vraiment besoin de me ressourcer. Et il faut que je voie personne, en fait. Et ça ne veut pas dire que je vous aime pas. Ça
Ça veut pas dire que je suis malheureuse, pas du tout. Je vais très bien. Mais j'ai besoin d'être avec moi-même. Voilà, j'ai besoin de discuter là avec tous ceux qui sont dans ma tête. Et ça, faudrait qu'on nous éduque un peu plus à ça. Beaucoup de gens passent à côté de soi-même, d'eux-mêmes en fait. Ils passent à côté d'eux-mêmes et ils se perdent dans la vie. Arrivés à un certain âge, soit ils font un burn-out, soit ils craquent, soit on ne sait pas pourquoi, mais ils passent du tout au tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc c'est plus profond en fait. On doit apprendre à préserver notre jardin intérieur. Ça, on ne le fait pas assez, je trouve. On parle beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, du manque de représentation dans le paysage audiovisuel. Par exemple, au niveau de la communauté noire, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas assez représentés. Pour toi, fille franco-pakistanaise, dans ces années-là, j'ose même pas imaginer, hein, quelles étaient les personnes qui faisaient office de modèle pour toi? Aucun. Aucun. J'ai rarement eu des modèles dans ma vie. Je vais pas. C'est la première fois que j'en parle en interview. On m'a jamais posé cette question. J'ai pas eu de modèle dans ma vie. J'ai malheureusement manqué de. J'ai manqué de ça. Mais tu vois pas forcément. Ce qui me manquait, c'était pas forcément la personnalité pakistanaise ou indienne ou quoi. Nous, on a beaucoup grandi dans les films Bollywood. Tu vois, la télé française, les films français, on n'en a pas regardé beaucoup, tu vois. On a regardé des dessins animés avec mes frères et sœurs, mais voilà, notre préféré, c'était ceux qu'on avait à midi, là, quand on rentrait pour manger, il y avait des dessins animés midi. Mon préféré, c'était Les Cités d'Or. Mais franchement, j'ai pas eu de modèle. Vraiment, c'est ouf hein, que je te dise ça, mais j'ai jamais réussi à m'inspirer de quelqu'un. Personne m'a jamais vraiment inspirée. Je me suis peut-être retrouvée dans certains discours, tu vois, mais pas dans une personnalité. Je ne suis pas, jamais. Et je crois même jusqu'à aujourd'hui, j'y arrive pas. La seule vraiment, mais c'est l'icône de beaucoup de gens, hein, c'est Lady Diana. C'est vraiment ma... Mais c'est aujourd'hui. Mais dans l'enfance, quand tu me dis là, rien. Rien. Parce qu'il n'y avait pas assez de modèles féminins? Ou parce que c'est vraiment propre à toi? Non, déjà, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc c'était difficile. Tu pouvais te projeter que sur les gens que tu voyais à la télé. Et puis je lisais pas les journaux, j'écoutais pas la radio. Donc quand ces gens-là faisaient des interviews, j'ai pas de nom en tête, hein, je m'excuse, mais des actrices ou des chanteurs ou quoi. Bon, j'ai beaucoup aimé Hélène Ségara, mais j'écoutais pas ces interviews, j'en sais rien en fait. Moi, c'est la voix, c'est les paroles qui me travaillaient à ce moment-là, qui me touchaient. À l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc on pouvait pas aller voir ces interviews qu'ils faisaient. Tu voyais que ce qu'on te montrait à la télé. Et voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Donc non, j'ai aucun repère. Vraiment, j'ai pas. Plutôt dans l'art. Ouais, plutôt dans l'art. Moi, c'est beaucoup Hélène Ségara, où quand j'étais petite, sa voix me touchait, ses paroles me touchaient. Mais dans sa personnalité, par contre, je sais pas qui elle est. Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie quand elle était jeune. J'en sais rien. Souvent, les gens issus de communautés étrangères ont une certaine pudeur. Les témoignages d'affection sont rares. Moi, je parle pour moi, en tout cas. Avec ma mère et tout, on n'est vraiment pas tactile. Tu vois, les bisous, les câlins. C'est comme ça, hein, tu vois. D'ailleurs, pour se dire bonjour, tu vois, on ne se fait pas la bise. Est-ce que ce sont des choses qui t'ont manqué pour t'accomplir? Le côté tactile, ouais, m'a beaucoup manqué. Je pense que c'est un élément à critiquer, mais pas à rabaisser. Attention, parce que critiquer ne veut pas dire rabaisser, mais c'est un élément à discussion. Effectivement, je trouve que dans beaucoup de cultures, dont la culture asiatique, on n'est pas très tactile, effectivement. Moi, mon papa m'a jamais pris dans ses bras. Ma mère, je t'assure, c'est ouf, hein, mais ma mère, je viens à peine lui faire un bisou sur le front, parce que du coup, moi, j'aime beaucoup montrer à ma maman que je suis là pour elle, tout ça. Et quand je lui fais un petit bisou sur le front, là, elle est toute gênée. Et c'est moi qui ai initié ça avec elle. C'est moi qui ai essayé de développer ça. Et je le vois bien, hein, avec mon grand frère, on n'a pas du tout été tactile. D'ailleurs, tous mes frères et sœurs, dès qu'on se fait un câlin, c'est trop bizarre. Waouh, ah ouais, on est obligé de se faire un câlin, là, t'es sûr? Et pourtant, moi, je suis hyper tactile. Mais quand je dis hyper tactile, pas avec tout et n'importe quoi, hein, mais avec les gens que j'aime. Mais vas-y, quoi, les bisous, les câlins, ce côté, tu vois, j'adore ça parce que c'est... Punaise, c'est la vie, l'amour. L'amour, c'est la vie, on se base sur l'amour. Et ça, c'est de l'amour aussi, c'est du partage d'odeurs, de toucher de peau, de cœur à cœur. Tu sais, quand on se fait un câlin, c'est notre cœur qui touche le corps de l'autre. Et waouh, je trouve que c'est un beau moment. Et
Et on devrait beaucoup plus se faire des câlins. Alors, je dis pas encore une fois, hein, pas à n'importe qui dans la rue, t'arrives, tu fais des câlins, même si c'est toujours bon à prendre. Moi, à chaque fois que je croise des abonnés, là j'en ai croisé une avant de venir vous voir, elle s'est arrêtée, elle me dit mais c'est toi, putain mais grâce à toi j'ai réussi à dire non à ma famille, ils voulaient me marier de force et tout, ben, on s'est fait un gros câlin, tu vois, et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc je pense que c'est un truc, il faut en parler. Il faut en parler, il faut que les générations à venir changent, il faut que dans quelques années, on arrive à dire ouais, ça va. Les Asiatiques, on arrive à s'ouvrir un peu, on arrive à être un peu plus tactile avec nos enfants. Il faudrait. Tu parles souvent de ton frère aîné dans tes interviews. Quels étaient vos rapports? Est-ce que vous étiez plutôt complices ou pas? Oui, avec mon grand frère, oui. Ça a été mon ami pendant très longtemps. Mais en même temps, c'est parce que j'avais que lui pendant un petit moment. Après, mes autres frères et sœurs sont arrivés très vite, parce qu'on a tous à peu près 2 ans d'écart. Mais mon grand frère, c'était un peu mon héros. C'est-à-dire qu'il a une vie très difficile. Tu vois, là, c'est un truc, je te parle, je peux avoir les larmes qui montent d'un coup. Parce que c'est un des rares humains dans ma vie qui n'a pas eu la vie une belle vie, quoi. Je le sais, je suis témoin de ça. Il a une vie, il est arrivé à 10 ans en France, on lui a pas demandé son avis, hein, encore une fois, on l'a pas préparé. Non, tu vas partir en France, ça va pas être facile, l'adaptation, non, on lui a pas dit. Bam, il a pris l'avion, hop, on l'a foutu en école en France, et pas un mot de français. Donc je pense qu'avant que moi je subisse les remarques du Curie, de tout ça, lui il a été avant moi, hein, bien sûr. On a 10 ans d'écart, donc t'imagines, il a tout de suite lui été confronté à ça. Pas de mots en français, donc quand il a appris le français, il avait un peu d'accent. Enfin voilà, c'est un peu difficile quand même pour lui. Et mon père qui l'a toujours rabaissé, toujours utilisé, c'est lui qui a travaillé dans les commerces pendant des années. Et puis bah aucune reconnaissance, rien, mon Dieu, ça fait mal, rien. Et aujourd'hui, bah voilà, je sais qu'il aurait aimé se marier avec une fille, peut-être qu'il l'aurait rencontrée ici, mais voilà, il a fini marié arrangé au Pakistan avec une femme qui il est toujours aujourd'hui. Et j'espère que ça se passe bien, mais parce qu'on ne sait pas tout. J'espère que ça se passe bien entre eux, mais il a 2 beaux enfants avec elle, mais je le sais au fond de moi C'est pas la vie il dont avait il d'autres, rêvait. ouais, il y avait d'autres possibilités. Il y en avait d'autres. Ton père, il était plus dur avec lui ou avec toi? Non, il a été autant dur avec lui qu'avec moi. Mon père, il a jamais fait cette distinction entre filles et garçons. Jamais. Ah, il m'a cogné comme un homme. Pareil. J'ai eu les mêmes coups que lui, j'ai eu les mêmes bleus que lui, j'ai eu les mêmes insultes que lui, j'ai eu tout pareil. En fait, mon frère, moi, quand je me suis mise à travailler, c'est parce que mon frère a été parti de la maison. Il avait fugué, ras-le-bol. C'était soit il se flinguait, soit vraiment, hein, il se flinguait, soit il se cassait. Donc, il a préféré se casser. Et là, mon père m'a appelé un jour, me dire, c'est ce que je dis dans le livre, je reçois un coup de fil, je sors de l'école, collège. Bonjour, bah, ton frère aîné est parti, hein, ce con. Voilà, au lieu de se remettre en question en disant, bah, j'ai peut-être été un peu dur avec lui. Non, bon, cet égoïste là, il est parti. Maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Donc on m'a rien expliqué, on m'a juste dit ça, m'a dit allez maintenant je t'attends à la boutique. Bon bah ok papa, j'arrive. Donc, voilà. Et puis depuis ce jour-là, j'ai plus connu les devoirs à la maison ou quoi. Ou sortir avec tu sais après l'école, on a toujours nos petits moments dans la petite cour du quartier. Tu joues un peu, tu racontes ta journée à tes copines du quartier ou des trucs comme ça. J'ai plus connu ça du jour au lendemain. Et ouais non, aucune remise en question de mon père. Donc mon frère, oui. Il y avait d'autres possibilités. Il aurait pu vivre une autre vie. Tu penses que ton frère savait que ça allait être toi qui allais reprendre le flambeau? Non. Non, il était loin d'imaginer ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est revenu. Il est revenu pour ça. Parce que mon père l'a fait culpabiliser en disant t'as pas honte, tu fais travailler ta petite sœur. À cause de toi, c'est ta petite sœur qui travaille. Et tu sais, on était dans un quartier pas très bien fréquenté. C'était la Guillotière de Lyon. Et voilà, pas mal de racailles, pas mal de délinquance, pas mal de drogue, tout ça. Et j'avais 14 ans. Moi, j'ai vu mes premiers joints rouler devant moi. J'ai vu mes premiers mélanges vodka, Red Bull. Je crois, non, c'était à l'époque, ça n'existe pas Red Bull. Coca, vodka, coca. Je sais pas quoi. Là, j'ai vu mes premiers mélanges se faire devant moi parce que rien à faire. Hein, là-bas, la délinquance, elle y va devant toi. Hein. Donc, ils roulaient leurs joints devant moi. J'ai vu la première drogue, coke, se taper devant moi aussi. Enfin, voilà, j'ai été confrontée à ça très jeune, quoi. Donc, ouais, mon père, au lieu de se dire, elle a rien à faire là, reste à l'école et fais ta petite vie de fillette, là, de fille, non, il a préféré faire culpabiliser mon frère et du coup, mon frère a fini par revenir, mais au bout de 2 ans. 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est énorme.
Surtout quand tu es au collège. Ah, c'est Si énorme. le temps, il est... C'est énorme. J'ai été de ma 4e, 3e, et j'ai raté ma 3e. Donc j'ai redoublé ma 3e à cause de ça, parce que je pouvais pas faire mes devoirs, donc j'ai pas révisé mon brevet correctement. Et pourtant, j'étais bien scolairement, hein. J'étais une bonne élève de base. Et après, bah, j'ai refait ma 3e, et à ma 2e, 3e, mon père, il m'a bifurqué au restaurant. Parce que mon frère était revenu. Quand j'écoute tes interviews et que tu parles de ton père, tu parles de claques, de coups de poing. Donc ce sont des choses qui se passaient régulièrement. Oui. En fait, mon père ne discutait pas. C'est simple. Mon père ne savait pas discuter. Lui, son éducation, c'était frapper. Et si, en fait, son éducation, lui, était basée sur la peur. Si ton enfant a peur de toi, ton enfant te respectera. Voilà. Son éducation se résume à ça. Et aujourd'hui, son regret, c'est qu'on n'a pas assez peur de lui. Et il te dit que j'ai pas été assez dur. D'accord. Ok. Pour lui, il a manqué quelque chose en disant si j'avais été moins gentil avec vous, eh ben vous auriez peut-être plus peur de moi aujourd'hui, vous feriez moins. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit parce que mes autres frères et sœurs ont quand même peur de lui. Moi, j'ai plus peur de lui du tout et il le sait. Et c'est ce qui me crie. C'est sur ça où on s'entend pas, où il me dit t'as pas assez peur de moi. Ça m'énerve. Donc non, mon père, il discutait pas. Lui, c'était il y a tout de suite, il y a un truc qui lui plaisait pas. C'est d'abord les insultes. D'abord les insultes. S'il voit que tu lèves le regard, que tu le regardes dans les yeux, parce que, comme je l'ai dit sur une interview, dans une interview, je regarde pas mon père dans les yeux. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je le vois plus, donc je sais plus où j'en suis. Mais à l'époque, si j'avais voilà, juste le courage de le regarder dans les yeux, oh, je me prenais une baffe. Baisse tes yeux. T'es qui pour me regarder dans les yeux? Baisse tes yeux. Et ouais, et du coup, ça crée ouais, c'est ça, de la peur, hein. On revient toujours à la même chose, hein. Donc oui, c'était régulier, ouais. Est-ce que lui, il a subi des violences étant plus jeune? C'est une excellente question. Beaucoup m'ont dit il reproduit ce qu'il a vécu. Évidemment, l'éducation pakistanaise de l'époque, et puis mon père est issu d'un village. Il n'est pas issu de ville où les parents sont à l'école et où ils sont éduqués, ou un peu plus dans la modernité, tout ça. C'est vrai que mon père a été issu d'un village, donc avec des parents avec une mentalité un peu à l'ancienne. Oui, mon grand-père a eu cette éducation où si mon père faisait des bêtises, oui, il se prenait une claque ou quoi. Mais le problème, c'est que mon père a tout de suite, dès son plus jeune âge, était comment dire, un peu le caïd du quartier. Il a tout de suite choisi ce statut-là. Donc du coup, bah, il cherchait un peu les problèmes. Donc derrière, voilà. Mais c'est pas une raison pour frapper son enfant, on est bien d'accord. J'ai pas trop creusé dans l'enfance de mon père. Je pense que je le ferai un jour, quand je serai prête pour aller chercher des réponses, quand moi-même je serai maman, tu vois. Je pense que j'irai creuser certaines choses. Pour l'instant, le dialogue est coupé, donc je peux pas aller aussi loin. J'espère quand il acquérera plus de sagesse, j'arriverai à avoir des discussions avec lui pour retourner dans son enfance. Donc j'attends qu'il soit un peu plus vieux, tu vois. Quand il sera un peu plus vieux, j'essaierai de discuter avec lui. Je suis désolée de te poser cette question. Cette violence, tu penses qu'elle est présente dans l'ensemble de la communauté pakistanaise ou qu'elle est propre à ton père? Non, elle n'est pas dans l'ensemble de la communauté pakistanaise. On a des papas très doux. On a des papas très gentils pour qui leur fille, c'est leur fleur, c'est leur petit bijou. Non, 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 non. Non, c'est pas toute la communauté pakistanaise. On a des filles pakistanaises qui sont très bien dans leur corps, très bien dans leur esprit. Leur papa, c'est leur héros, encore jusqu'à aujourd'hui. Non, non, non. Non, 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 non. Moi, quand je parle de ça dans mes interviews, attention, je dis tout le temps, ce n'est pas toute la communauté pakistanaise. C'est tout le monde, tous les parents ne marient pas de force leurs enfants. Et je parle des Pakistanais, hein. On peut parler aussi des autres cultures, évidemment. Mais non, 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 bien sûr que non. C'est juste que moi, j'ai parlé de mon histoire, de mon témoignage, et que malheureusement, j'ai tout vécu. J'ai vécu la violence, j'ai vécu le rabaissement, j'ai vécu le mariage forcé, j'ai vécu le travail, j'ai vécu... Tu sais, c'est ça qui est ouf, et c'est ça que je voudrais vraiment arriver je pense, dans mes interviews, dans mes prochaines interviews, c'est là où je reflèterai, enfin, je mettrai un peu plus le focus, je dirais, mais en fait, vous êtes là à vous dire, beaucoup me disent, surtout les haters ou ceux qui comprennent pas ma vie, me disent, ouais, mais tu te plains de tout. Mais mec, j'ai pratiquement tout vécu. J'ai tout vécu, tu veux que je te dise quoi? J'invente rien, en fait. Il y a des vies comme ça qui sont faites pour tout vivre. Voilà. Ils vivent pas que le mariage forcé. Il y en a, tu sais, il y a des filles, elles m'ont dit, bah, moi, c'est bizarre, mon papa, il a toujours été gentil avec moi. Pourtant, derrière, c'est vrai, il m'a mariée de force. Donc,
Elles me disent, bah moi, je te comprends pas dans la violence que tu as subie. Par contre, je te comprends dans le fait que là, tu vois. Et elles me disent, mais c'est dingue, c'est dingue. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poser mon histoire sur papier en sortant mon livre, en disant, voilà, je vous pose ça, je marque ma trace dans l'histoire en disant, nous sommes aussi des personnages à tout vivre. À tout vivre. Depuis l'enfance, on vit tout. Depuis mon enfance, moi, la première chose qui m'a traumatisée, c'est les claques que ma mère me prenait. Donc, se prenait. Donc déjà, tu vis ton père qui frappe ta mère. Alors déjà, c'est violent. Ensuite, tu vis ton père qui frappe ton frère. D'accord? Ensuite, tu le vis toi. Tu vis l'harcèlement à l'école. Tu vis l'échec scolaire. Tu vis le travail forcé dans les épices, enfin, avec leur entreprise. Tu vis tout, en fait. Donc, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, j'ai beaucoup de choses à partager. Mais vu le nombre de casseroles que j'ai pris sur la figure, j'ai envie de te dire, ouais. Mais c'est comme ça. Et je vais me servir de tout ça pour que mes témoignages, en fait, mon témoignage, bah, y a des gens qui peut-être n'ont pas vécu 20% de ce que j'ai vécu, mais peut-être que 2% dire, ah bah tiens, je me retrouve dans ce discours. Voilà, je suis peut-être un peu une sorte de, tu vois, de base, en disant, alors qu'est-ce que je peux prendre de sa vie à elle? Ah tiens, je l'ai vécu, moi, ça me parle. Et c'est vrai que des fois, j'ai des discussions, mais de dingue avec des gens, parce que ils ont rien à voir avec le mariage forcé, rien à voir avec la violence, mais d'un coup, ils vont parler de la liberté. Ah bah moi, je me suis battue pour la liberté, mais pas du tout sous ce contexte, dans un autre contexte, tu vois. Et ben voilà, on s'y retrouve, parce que je me suis aussi battue pour ma liberté. Donc ouais, il y a des personnalités comme ça qui vivent beaucoup, beaucoup de choses. Avec toute cette violence que tu as vécue, justement, et dont tu as été témoin, est-ce que tu es parvenu à aimer ton père? Je pense que j'ai plus eu peur de mon père que de l'aimer, malheureusement. Il faut dire les choses. J'ai plus eu peur de lui. De l'amour, aujourd'hui, comme je sais ce que c'est, parce que j'ai rencontré aujourd'hui le véritable amour à travers mon chéri, à travers mes meilleurs amis. Je sais ce que c'est que d'être aimé et d'aimer. L'amour des parents, c'est encore autre chose, je suis d'accord, même si la base reste les papillons, la palpitation, l'envie de faire plaisir, le manque de quelqu'un, enfin voilà, on sait de quoi est fait l'amour. J'aurais aimé avoir, tu sais, papa, tu manques, t'es où, je veux te voir. Mais j'ai pas vraiment ça. Je pourrais l'avoir parce que c'est mon père et que c'est dommage de couper les liens. Mais c'est plus un côté faire pour faire. Mais plus ce truc, tu vois. À l'inverse, ma mère, si je l'ai pas au téléphone pendant 3-4 jours, ça me titille. Tu vois, ça me dérange. Il faut que je l'appelle, il faut que j'entende sa petite voix. Il faut que je lui parle, il faut que je la rassure, il faut qu'elle me rassure. Voilà. Mon père, non. J'ai pas développé ça, malheureusement. Et je le dis malheureusement, parce que je suis consciente que c'est pas normal, entre guillemets. C'est pas normal. On devrait pas avoir ça. On devrait tous être proches de nos parents. Nos parents, c'est notre base, c'est nos premiers confidents, c'est là où on est censé se sentir, mais nous. Et moi, j'ai pas ça avec mon père. Donc ouais, je pense qu'il y a un regret de pas avoir cet amour que j'aurais dû avoir pour lui. Ta mère, elle a jamais essayé de s'interposer entre vous? Si. Ah si. Si, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, surtout quand j'étais au collège, quand je travaillais, si, bien sûr. Elle a beaucoup essayé de s'interposer, mais le problème, c'est qu'il me frappait souvent quand elle n'était pas là. Parce qu'il me frappait quand j'étais au magasin, au restaurant. Donc elle était à la maison ou elle faisait autre chose. À la maison, si. Mais ma mère avait peur de mon père aussi, donc elle pouvait pas trop non plus me défendre. Et puis des fois, elle avait une poussée d'adrénaline, elle lui disait t'arrêtes, nanana, mais sauf qu'elle se prenait la baffe derrière aussi, quoi. Mais au moins, elle a fait arrêter la violence que, par exemple, nous, on était en train de subir. Tu vois, arrête, touche-la pas, t'en as pas marre, nanana, mais ça partait sur elle. Mais au moins, il était focus sur elle, quoi, et plus sur nous. Donc bref, c'est... Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Ah ouais, mais toujours. Toujours. Est-ce que vous aviez quand même une relation père-fille? Est-ce qu'il t'emmenait, par exemple, jouer, ou il t'offrait des cadeaux? Est-ce que tu as des souvenirs quand même Non. et des bons moments passés avec lui? Non, j'ai aucun souvenir positif avec mon père. J'en ai à travers des vidéos que je vois maintenant, mais dont moi, je n'ai pas de souvenir, où on voit mon père me porter, mais j'étais toute petite, hein. J'avais mon palmier sur la tête, là, toute petite, en maternelle, en primaire. Oui, non. J'ai
J'ai des visions, mais parce que je les vois en vidéo, parce qu'à l'époque, on filmait aussi avec ça, les caméras, là. Mais là, actuellement, non, j'en ai aucun. J'en ai parce que c'est moi qui a voulu les créer. C'est-à-dire, il y a pas si longtemps, si, il y a quand même quelques petites années maintenant, j'en parle dans mon livre. J'ai essayé d'arranger les choses avec mon père. Je l'ai pris, je l'ai emmené à la montagne. J'adore la montagne, je suis une fille qui adore la vie. Et je l'ai emmené à la montagne, je l'ai emmené voir des cascades. Et le problème, c'est qu'on revient toujours le soir avec des... On finit toujours en dispute. Parce qu'il va dire un truc, ça va me gonfler, et au bout d'un moment, je vais répondre, et lui, il va répondre, et on se perd. À un moment, il me semble qu'il y a une cassure, une période où tu parles plus avec lui, qui dure 5 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais décidé d'arrêter de travailler avec lui. J'ai raté une première fois mon brevet, j'ai raté 4 fois mon permis, j'ai raté une première fois mon bac. Oh, c'était trop pour moi, trop d'échecs. Trop d'échecs, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est le bac qui m'a fait avoir du courage en moi. J'avais 19 ans. J'ai dit, je l'ai appelé un jour et le jour où ils nous ont annoncé les résultats du bac, j'ai raté mon bac de 10 points la première fois. De 10 points. Je le souhaite à personne. Je préfère rater mon bac de 100 points. Je me dis, de toute façon, c'était foutu. Mais 10 points, ça fait mal, ça fait mal. Tu te dis, putain, une année entière pour 10 points. Et les professeurs et tout voulaient pas me le donner. Enfin bref, c'était horrible. Et en fait, j'ai vécu une vraie souffrance ce jour-là, tu vois, en mode, purée, t'as déjà 19 ans, ça veut dire que là, tu vas repasser ton bac avec des gens plus jeunes que toi, de 2 ans, de 3 ans. Toi, t'as 20 ans. Oh là là, non, 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 non. Et en fait, je me suis énervée. J'étais en colère, j'en pouvais plus. Je l'ai appelé, j'ai pris une poussée d'adrénaline. Courage. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je viens pas travailler ce soir. Comment ça, tu viens pas travailler? Non, j'ai raté mon bac. Bah et alors, ça se repasse le bac? Ah ouais, non, mais c'est pas toi qui le repasse le bac, hein, c'est moi. Donc non, en fait, je viendrai pas. Et si tu me forces, j'appellerai la police. Ah, tu me menaces? J'ai dit ouais, je te menace. Oh, mais je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi dans le ciel. Un de mes ancêtres qui a dit, oh là, c'est bon, là, c'est trop, la petite, elle souffre trop, là. On va l'aider, là. Ah ouais. Et ça a pas loupé, il est venu à la maison. Il est venu à la maison pour comprendre ce qui se passait. Et il m'a pas frappé. Il m'a pas frappé ce jour-là. Ouais. Je pense qu'il a dû voir une détermination dans mon regard, tu vois, où je l'ai vraiment regardé dans les yeux. Je lui ai dit non. Non, en fait, je viendrai pas. Et je me rappelle, j'étais sur le lit dans la chambre et lui, il était vraiment devant la porte. Et il s'est pas approché de moi. Il s'est pas approché de moi. Il est resté à la porte et il a discuté avec moi avec une distance. Incroyable ce jour-là, incroyable. Et après, depuis ce jour, il m'a plus adressé la parole. Donc, plus adressé la parole, plus frappé, plus insulté, du coup. Voilà, j'avais la paix pendant 5 ans. Mais je pense que pendant ces 5 ans-là, les premières années, ça me dérangeait pas du tout, là. C'est très bien comme ça me va très bien. Sauf que derrière, il m'a puni. Il nous a punis. Il me dit, ah ouais, tu veux pas travailler avec moi? C'est bête, hein, mais je donnerai pas d'argent à la maison. Ah. Donc, il remplissait plus le frigo, il nous achetait plus de vêtements, mes petits frères et sœurs, il leur achetait pas des trucs pour l'école ou des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai dû trouver un salaire. La deuxième année de mon bac, je me suis trouvé un petit salaire, un petit travail, quoi. J'ai eu mon petit salaire. Et puis, c'est moi qui ai ramené l'argent à la maison. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et ta mère, dans tout ça, elle disait quoi? Ma mère elle était d'accord avec moi. Elle était d'accord avec moi. Et pareil, hein, elle lui a pas forcément adressé la parole pendant longtemps, hein. Elle était plutôt de mon côté, là. En fait, elle était peut-être même très contente que je me finisse enfin par me rebeller, quoi. Tu vois? Elle l'a peut-être pas souhaité du plus profond de son cœur, mais elle savait pas que c'était une possibilité d'avoir une de ses filles qui se rebelle et qui tient tête à son père, quoi. Donc elle a profité aussi de ça. Elle a profité, parce que moi je l'ai menacée aussi. Je lui dis, tu touches à maman, c'est la police maintenant, en fait. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, hein. Jusqu'à il y a pas très très longtemps, ma mère s'est plainte. Elle s'est plainte d'un truc et j'ai envoyé un message vocal à mon père. J'ai dit, tu touches à un cheveu d'elle, je viens avec la police chez toi. Et je te fous à la porte et je ferai tout pour te mettre en prison. Et ouais, il fait pas le malin, là, maintenant. Tu sais, ça change tout, hein. Ça change tout. Ça change tout quand t'as le courage de... Pas de menacer, mais d'être sereine et de dire, voilà, je vais le faire. Si tu fais ça, je vais le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas des menaces, c'est des promesses. Donc c'est à toi de voir. Où est-ce que tu te positionnes? Ça va, il se tient bien là depuis quelques jours. Jusqu'à la prochaine chute. Avant de partir en vacances pour ce qui va devenir un véritable calvaire,
quels étaient tes rapports avec tes parents? Au Pakistan, ma mère, ça allait. Mon père, on se parlait pas. J'étais les fameuses 5 années. Mon père, on se parlait pas. Il savait pas qu'on partait au Pakistan. Je suis partie en cachette de lui. Parce que chez nous, une femme ne voyage pas seule. Donc là, moi, le Pakistan me manquait trop. Ma mère, ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu ses parents, très vieux. Hein. Elle les avait pas vus. Elle avait envie de voir ses frères et sœurs, tout ça. Donc elle a dit, on y va. Et je dis, bah vas-y, maman, je t'emmène. Donc on a pris les billets en cachette. On a préparé notre voyage en cachette, tout en cachette. On est parti à 3h du matin. Pris le taxi, il nous a emmenés à l'aéroport. Et mon père il a pris connaissance de notre voyage une fois qu'on était là-bas. Donc voilà. Quand est-ce que tu comprends que ta famille a décidé que tu allais te marier? Oh, pas longtemps pas longtemps après que j'arrive. Pas très longtemps, ouais, ça se fait vite parce que bizarrement, ils te parlent que de ça, tous. Tous te parlent que de ça. C'est-à-dire, Alors, c'est-à-dire, ils te parlent que de ça. Ah, mais t'as 25 ans, ah, mais c'est bien. Ah, mais c'est le moment de se marier. Mais t'es venu pour ça en plus, non? Ah, mais tu sais qu'on a plein de prétendants pour toi là. Hein. Ah, on avait hâte que t'arrives. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de petites messes basses. Ouais, il y en a pas mal en fait, un peu autour de toi. Et c'est surtout la famille de mon père qui m'harcelait un peu sur ça, ouais, surtout. La famille de ma mère, plutôt la mentalité à l'ancienne, donc c'était gentillet. Mais jamais, 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 eux, ils auraient pris une décision. Ils n'avaient pas l'audace de faire ça ou l'envie. Ils s'en fichaient, en fait. Ils disaient, tu fais ta vie, en fait, on s'en fiche. Mais oui, effectivement, par rapport à la mentalité pakistanaise, même la famille de ma mère t'aurait dit, oui, 25 ans, il faut se marier. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. Là-bas, tout le monde se marie entre 20 et 25 ans. C'est l'âge. Hein. Ça se fait un peu plus en plus tard maintenant. Mais voilà, en tout cas, dans les villages, ils se marient plutôt jeunes. Et la famille de mon père, par contre, ouais, ils étaient à fond, quoi. Eux, ils voulaient absolument... ils m'ont fait comprendre que tu repartiras pas marié. Tu repartiras marié. Tu penses que ta mère était au courant? Non. Elle a compris avec moi aussi. Mais ma mère avait ce souhait quand même. Hein. Ma mère, il ne faut pas oublier qu'elle reste mentalité pakistanaise. Hein. Malgré la soumission, malgré le fait que elle me soutient dans beaucoup de choses, elle reste mentalité pakistanaise. Donc, tu peux pas lui en vouloir d'avoir aussi au fond d'elle espéré que ma fille dise oui, qu'elle se marie. Ma mère était trop heureuse au jour du mariage. Elle était trop heureuse. Mais parce que j'avais dit oui, sauf qu'elle, elle avait d'un côté vu et pas vu que ouais, j'ai dit oui sous la contrainte en fait. J'ai dit oui parce que on m'a tellement, tellement, tellement harcelée qu'à un moment donné, j'ai dit oui, mais sous la pression en fait. Ma mère m'a jamais mis la pression, par contre, jamais. Elle a toujours été honnête avec moi en disant tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Sauf que maman, t'es bien mignonne, mais personne te demande ton avis ici. Ma mère, elle avait aucun pouvoir. Personne voulait mon père, il l'avait mis de côté. Ce qui comptait, c'était les avis de ses sœurs. À ce moment-là, justement, est-ce que toi, tu avais quelqu'un en France où tu te projetais de te mettre en couple? Non, non, j'avais personne. Non, j'avais personne. J'ai eu des copains dans ma vie, mais à cette période précise de ma vie du mariage, là, non, j'avais personne par contre. Et est-ce que tu peux parler justement de ce qui se passe à des amis en France? Non, non, j'avais pas de téléphone. J'avais pas de téléphone. Pour avoir Internet, à l'époque, en tout cas, ça a évolué aujourd'hui, mais dans le village dans lequel nous sommes, il n'y avait pas trop de connexion Internet. Fallait aller chez des gens qui avaient un peu plus d'argent ou qui avaient, voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais les connexions un peu plus poussées dans les satellites, là. Ou alors aller en ville dans des... Taxiphones. Taxiphones, c'est ça, dans les taxiphones, les fameux taxiphones. Ouais, j'en ai beaucoup fait là-bas des taxiphones pour aller appeler une amie ou envoyer un petit mail, tout ça. Mais par contre, j'avais pas de contact direct avec eux. Si seulement j'avais eu ce contact direct avec mes amis, j'aurais pas vécu ce mariage. Mais la vie est faite comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, tout va bien. Mais si seulement, et c'est ce que je pousse beaucoup, les franco-pakistanais qui se retrouvent dans ce piège, à surtout pas couper contact avec leurs amis d'ici. Parce que nos familles, elles sont tellement puissantes là-bas. Elles ont tellement la main sur nous. En fait, on devient un légume. On devient une petite carotte. Tu vois, on fait ce qu'on veut de nous. Parce qu'on n'est pas dans notre environnement. En même temps, on se sent pakistanais, sénégalais, algérien, gabonais, parce que c'est nos racines quand même, tu vois. Donc on se sent parmi eux. Mais de l'autre côté, on oublie que, ouais, mais attention, t'as quand même des valeurs françaises. Donc il y a des choses, t'avais dit avant de venir que ça serait non.
mais ils sont capables de te faire changer d'avis. Attention, ils sont trop forts, trop forts. Donc, tu sais, en même temps, ils n'ont pas grand-chose à faire de leur vie, hein. Surtout nous, dans nos villages pauvres, à part parler toute la journée, faire du commérage. Regarder, maintenant, à l'époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ils regardent TikTok, ils regardent des dramas indiens-pakistanais, ils n'ont pas forcément grand-chose à faire. Donc, eux, tu leur donnes une mission, ils savent qu'ils vont te faire couler, quoi. Donc, ils prennent leur vie, leur mission très à cœur. Donc, c'est vraiment ça, je le dis. Quand vous partez dans vos pays, dans vos pays de racine, dans vos pays d'origine, ne coupez surtout pas contact avec vos amis d'ici. Si vous avez un chéri, restez en contact avec, parce que là-bas, ils vont vous faire changer d'avis. Ils vont te présenter le cousin du voisin de Micheline et ils peuvent te faire craquer parce que, mais tu comprends, ma fille, l'honneur de ton père, il va venir te regarder avec des larmes aux yeux. Toi, t'es là, tu veux pas faire de mal à ton père. Ta mère, elle te regarde, elle dit, oh, moi, j'aimerais beaucoup que tu te maries avec lui. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'adore, franchement. Depuis tout petit, de toute façon, je suis avec vous. C'est dit comme ça. Et puis, toi, t'es là. Oui. Au début, tu crois que c'est un sketch. T'es là, tu regardes. Et puis, à force, toi, ils arrivent à avoir ton cœur. À force, et tac. Et du moment qu'ils l'ont, c'est foutu. Travail de longue haleine. Ah là, 2 mois, ils ont mis, moi. 2 mois. Du premier jour où je suis arrivée, mi-août. Je suis arrivée, on va dire 1er juillet, 1er juillet, le 1er ou le 2. Et j'ai dit oui le 15 août. Ils ont mis 1 mois et demi avant que je dise oui. Et après, tac, organisation de mariage, c'était parti. On y allait. Hein. Après, c'était, ça y est, pendant 15 jours, c'était les organisations, quoi. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais ils y arrivent. Est-ce que tu te rappelles du jour de ton mariage? Et dans quel état d'esprit t'étais? Ouais, je me rappelle le jour de mon mariage, bien sûr. J'étais dans un état d'esprit où je cherchais le regard de mon père. Où j'avais qu'une idée en tête, c'était qu'il me regarde et qu'il me dit « Je suis fière de toi ». Moi, j'ai jamais eu, hein. J'ai jamais eu ça. Jamais. J'ai eu c'est normal ce que tu fais, en fait. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Ouais, non, j'étais dans un état d'esprit où... Alors déjà, vraiment, hein, je savais pas ce que je faisais là. Je savais pas. Dans mon fort intérieur, je savais pas ce que je faisais là. Mais en même temps, depuis 1 mois et demi, de toute façon, ils te tiennent avec ça. Ils te tiennent avec ton père, l'honneur, la fierté. Ils te tiennent avec ça. Donc en fait, moi, il y avait que ça dans ma tête. Il y a que ça qui résonnait. Tu vois, j'étais là, je dis, l'honneur de mon père, la fierté. Ah, c'est bien, je suis une bonne fille, moi. Tu sais, j'avais que ça. J'avais pas bon, allez, ça y est, je suis mariée, voilà, ça va être mon futur, enfin, c'est mon mari, j'ai hâte de vivre des moments. J'avais pas tout ça, hein, j'avais pas. Tu sais, quand tu te maries, normalement, tu dis, j'ai hâte de partir en voyage avec lui, j'ai hâte je sais pas, de vivre ma vie avec, de vivre qu'est-ce que la vie nous réserve, tout ça. Non, j'étais pas dans ça, moi, j'étais dans mon père. J'avais vraiment que ça. C'était la raison pour laquelle je me mariais. Il n'y a pas d'autre raison. La raison de mon mariage, la raison de mon oui, c'était pour papa. Donc forcément, t'as que ça en tête. Mais est-ce que tu penses que tu as accepté ce mariage pour reconquérir, entre guillemets, le cœur de ton père? Tu vois, parce qu'il y a eu les 5 années de silence, etc., de rupture, où, enfin, c'est quand même... c'est paradoxal, quoi, tu vois, de dire je veux voir que mon père soit fier de moi, etc. Oui, parce que mon père m'a reparlé. Quand je suis arrivée au Pakistan, au bout de même pas 10 jours, mon père a repris contact avec moi. À distance, certes. Mais la première fois que j'ai reparlé à mon père après 5 ans, c'était quand j'étais au Pakistan. Parce qu'il a dit à sa sœur, passe-la moi. Tu vois, passe-la moi. Et moi, j'étais choquée ce jour-là. Choquée. Donc j'ai pris le téléphone. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Et là, ça faisait 5 ans que j'avais pas entendu ça. 5 ans que, tu vois, j'avais pas eu la voix de mon père qui me parle à moi directement. Et après, mais pendant 1 mois et demi, c'est lui qui m'a harcelée tous les jours. Tous les jours, il m'a appelée. Étant gentil. En étant gentil. Ma fille, ma chérie. Si tu fais ça, je serai trop fière de toi. Tu sais que tu vas sauver l'honneur de ton papa. Parce que j'ai une grande demi-sœur, que j'en parle dans mon livre. Elle a fugué par amour, elle. Donc, elle a déshonoré mon père. Donc, mon père, il a une trace des déshonneurs à sauver. Ça s'est reposé sur moi. J'avais beaucoup de responsabilités, tu vois. Il fallait que je prouve aussi que mon père avait réussi à faire élever ses enfants en Europe
tout en leur gardant la mentalité pakistanaise. Il avait un honneur là-bas à tenir. Il y a beaucoup de choses. En disant, bah, bravo, tes enfants ont grandi en Europe, mais ils nous oublient pas, ils viennent quand même se marier avec des Pakistanais d'ici, alors que là-bas, ils ont l'embarras du choix. Bravo. Il attendait que ça. Il voulait que ça, tu vois. Donc du coup, bah, moi, il m'a mis toutes ses responsabilités sur moi. Et pendant 1 mois et demi, c'était que ça. Donc oui, c'est pour lui que j'ai dit oui. C'est pour lui. Ton mari et toi, vous avez échangé pendant le mariage? Non. Non, on avait eu le droit à 2, 3 communications avant le mariage. Il y avait toujours quelqu'un à côté de nous. J'ai pas eu de moment en tête à tête avec lui. J'ai passé 1 ou 2 coups de fil, mais j'étais pas jamais vraiment seule. Ou même quand une fois, je me rappelle, j'étais seule sur le toit de la maison. S'ils avaient accepté de me laisser un peu seule, bah, en descendant, il fallait que je rende des comptes. Alors, vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et nanana. Donc ça, t'es jamais tranquille, quoi. Et ouais, non, avant le mariage, bah, vraiment, on se connaissait pas, hein. On se connaissait pas du tout. Il était beau ou pas? Ouais, c'était un beau mec. Pour le coup, voilà, on était à mon niveau, tu vois. Je rigole. Oui, il était beau, très beau. Un beau Du coup, Pakistanais. qui dit mariage dit consommation du mariage, désolé. Hein, Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un des trucs sur lesquels j'aborde rarement le sujet, hein. Mais toi, tu étais d'accord avec ça ou pas? Bah, j'étais forcément pas d'accord avec ça parce que je le connaissais pas. Je le connais pas. Je sais pas moi. Puis j'avais pas une vie sexuelle très développée moi, donc à cet âge-là, je m'y connaissais pas trop, tu vois. Je t'ai dit, moi j'ai une vie sexuelle très tard dans ma vie. Du coup, non, j'avais pas envie. Sauf que bah, comme je dis dans les interviews, en fait, j'ai beau creuser, je pense que je fais un blackout de ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne sais plus. Je pourrais te dire, oui, ça s'est fait. Et de l'autre côté, je vais dire, mais pas du tout, en fait, ça s'est pas fait. Non, je n'ai plus ce moment-là. Ce qui est sûr, sinon j'en parlerai, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas été violée. Tu vois, il n'y a pas eu de non, je veux pas, me touche pas. Ça, sinon, ça aurait été encore un combat, ça. Moi, j'ai déjà vécu beaucoup de choses, ça va. Je pense que Dieu m'a épargné du viol. Dieu merci, il y a déjà énormément de filles qui souffrent de ça, et d'hommes également. Non, ça, on m'a épargné, il n'y a pas eu de ça. Mais, je pense que j'étais, tu sais, inconsciente. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais C'est-à-dire souvent, que ce sont les victimes de viol. Bah, ouais, mais elle prononce le fait qu'elles veulent pas. Moi, je pense que j'ai pas dit non parce que j'étais sous statut marital. Et que nous, dans notre religion musulmane, et beaucoup dans la mentalité pakistanaise, tu dis jamais non à ton mari. Mais Ça- peut-être que intérieurement, enfin toi, bah t'étais contre. T'as dit oui. En fait, Mais- c'est pas que j'ai dit oui, c'est que j'ai pas dit non. Tu Ouais, vois c'est ça. la différence? J'ai pas dit non. Parce qu'on est formaté avec ça, nous, depuis Enfin, tu toujours. dis oui au mariage, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui, au Tu mariage. dis oui oui. au mariage, tu dis oui à tout en fait. Bah, en fait, gros, c'est ça. T'as tout mais compris. Au fond de toi, c'est non. Bah oui. Et c'est pour ça que t'as fait peut-être ce. C'est ça, c'est un poker face, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai du mal, même dans mon livre, je suis très pudique sur ça. J'y arrive pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je sais plus, c'est oufissime. C'est un truc où blackout, quoi. Je sais pas, je peux même pas te dire, là, je t'en parle, hein, parce que voilà, on est entre nous, mais on n'est pas tant entre nous que ça, parce que tout le monde va le voir, mais je suis incapable de te parler. Est-ce que j'ai ressenti une douleur? Est-ce que je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais même pas si on a consommé. Je pourrais te dire oui, je pourrais te dire non, j'en sais rien. Et lui, ton mari, il te dit pas. Ah, mais je parle pas de ça. Bah, de toute façon, on n'a plus de contact, en tout cas, c'est une bonne question ce que tu me poses là. On n'en a pas reparlé ensemble. On n'en a pas reparlé. On n'a jamais reparlé de nos petits moments intimes et tout. Donc, tu vois, peut-être ça m'aurait aidé, ça. Parce qu'au moins, les discussions m'auraient aidé à savoir ce qui s'est passé, tout ça. Bah, Mais après l'interview, quand tu sors, petit coup de fil. j'ai même pas son Allô, numéro. mon ex-mari. Dis-moi ce qu'on a fait. Je sais même pas son numéro, je sais même plus ce qu'il devient. Je crois qu'il s'est remarié en plus. À un moment, tu apprends que ton mari, lui non plus, ne veut pas de ce mariage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu l'apprends et... C'est moi qui cherche l'info parce qu'il était beaucoup trop distant avec moi dans la vraie vie, dans le quotidien. Et je cherche à avoir des infos. Je me dis, mais pourquoi il est aussi distant? Je vais fouiller dans son téléphone. Alors beaucoup disent, oh mais t'avais le comportement d'une femme amoureuse. Non, en fait, t'as juste besoin de comprendre ce qui se passe et lui, il te donne pas des réponses, donc tu vas aller les chercher toi-même.
Donc, et puis toute femme amoureuse ne fouille pas le téléphone de son chéri, hein. Moi, je fouille pas le téléphone de mon chéri. Et chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, voilà, c'est ma manière de faire. Enfin bref. Et du coup, j'ai été fouillée à cette époque-là parce que j'avais pas de réponse. Donc, je suis partie les chercher ailleurs. Et j'ai regardé son téléphone et effectivement, il parlait avec d'autres filles. Et donc, là, je me fâche, vraiment. Et je lui dis, on est au Pakistan à ce moment-là, et je lui dis, là, je veux une explication, en fait. Et il m'emmène dehors, en dehors de la maison, il se met à pleurer. Et il m'explique. Il m'explique que ouais, j'ai été mariée de force, moi je voulais pas de ce mariage non plus, tout ça, tout ça. À la base, j'avais dit non. Pour le coup, lui, vraiment, il avait dit non. Vraiment. Lui, c'était un vrai non. Moi, j'avais dit non, mais j'ai fini par dire oui sous la pression. Lui, il est resté fort, mais il a dit c'est non. Sauf qu'on l'a forcé à venir. On l'a forcé à mettre dans la voiture, on l'a forcé à mettre son costume, on l'a forcé à se préparer, on a tout forcé. Lui, il a vraiment été forcé. C'était simple, c'est soit il fuguait, comme mon frère, tu sais, soit il se fuguait, soit il se soumettait. Et tout le monde n'a pas la force de fuguer. Et là, bah, moi, j'étais choquée. C'est comme je dis dans mon livre, j'étais extrêmement choquée parce que il y a quelques minutes avant ça, pour moi, c'était mon mari. Et que j'avais une relation à développer avec lui, même si c'est pas la mentalité française, parce qu'on apprend d'abord à connaître quelqu'un et ensuite on se marie avec. À la base, c'est d'abord tu te maries et après tu apprends à le connaître. Donc bon, bah, moi, j'étais dans le moule, hein, j'étais lancée, donc foutu pour foutu. En fait, d'un instant à l'autre, je me suis retrouvée avec un inconnu. Je me suis dit, mais en fait, mais c'est qui? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a, ouais, même pas voulu de toi et je comprends, je respecte. Donc là, je lui propose. Je lui dis, bah alors c'est simple, viens, on arrête. Ou alors, viens, on essaye. Parce qu'on n'est pas forcément mauvais, on est issus de bonnes familles, entre guillemets, hein, avec le dialogue purement pakistanais. On est issus de bonnes familles, nanana, on fait des études tous les deux. Enfin bref. Ou alors, viens, on arrête et tu vas te prendre une claque par ton père, moi je vais me prendre une claque par mon père, mais au moins on sera quitte, et dans 6 mois, tout le monde aura oublié, et personne va se cracher dessus, quoi. Il m'a dit non. Non, 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 non. Non, 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 tu en parles à personne, en fait. Donc à ce moment-là, j'ai douté. J'ai dit, soit il est en train de me mentir, parce que pourquoi tu veux pas que j'en parle à ton père? Parce que tu es en train de me mentir, t'assumes pas. Ou alors, là, j'ai compris, non, c'est parce qu'il a peur de son père. Comme moi, j'ai peur du mien, il a eu peur du sien aussi. Donc si son père savait qu'il m'avait avoué qu'il avait été marié de force, ah bah pareil, là, je pense qu'il aurait eu des grosses... il se ferait battre, quoi. Enfin, insulter ou il se serait fait défoncer, quoi. Donc du coup, il a eu très peur. Donc il m'a dit, non, on essaye. Allez, viens, on essaye. Sauf qu'il a rien essayé du tout. Il m'a tenu en haleine pendant 9 mois, là. J'ai perdu 9 mois de ma vie, alors qu'en 2 minutes, ça aurait pu être réglé. 9 mois, et au bout de 9 mois, quand j'ai vu que ça marchait pas, je lui ai retapé une crise. Je lui ai dit, j'en ai marre, t'es distant, tu parles jamais. Là, j'étais en France, tu m'appelles jamais, je sais pas ce que tu fais de ta vie, c'est le moment qu'on apprenne à se connaître. Si c'était ça, bah, fallait pas qu'on se marie, ou alors on se serait appris à connaître avant le mariage. Là, aujourd'hui, je te rappelle que on est sous statut marié, marital, tout ça, nanana. Oh! Et en fait, il m'a poussé à bout. Il a tout fait pour que ce soit moi qui dise on divorce. Parce qu'il n'avait pas le courage de le faire. Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, ok, ben on arrête. Ça y est, j'arrête. Donc, il m'a poussé à bout, hein, complètement à bout. Il a joué sur un truc intime de moi. Et là, je me suis dit, écoute, c'est fini, en fait. Ça y est. En fait, c'est un peu ma force française qui est revenue, ma force de femme libre européenne, tu vois, qui était là, qui a dit, arrête de faire la soumise comme la plupart des femmes pakistanaises. Là, rebelle-toi, là, stop, t'as plus peur de rien. Et quand j'ai annoncé ça à mon père a pas du tout accepté ma décision, quoi. Et là, ça a été la guerre de nouveau avec mon père. Qui t'a plus adressé la parole? Non. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de me dire, pardon, c'est, tu sais, on a souvent l'image que la femme a subi des mariages forcés, mais pas l'homme. Si. Tu vois? Et c'est tout le temps en tout cas, l'image occidentale qu'on a, quoi. Non, l'image occidentale, elle est un peu biaisée. Moi, dans mon discours, je parle toujours de mariage forcé d'enfants. Mais quand je dis enfants, pour moi, c'est pas que des enfants mineurs. C'est enfant. Ça veut dire un enfant. Toi, t'es un enfant de quelqu'un. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un, même si je suis une adulte. Mais je reste l'enfant de quelqu'un, tu vois? Donc moi, je parle pas d'enfants que en bas âge. Et dans enfant, t'as fille et garçon. T'as homme et femme. T'as les deux sexes. Et ça, c'est très biaisé, effectivement, en Occident.
Et le truc, c'est qu'avec mon discours, c'est un peu encore plus biaisé parce que c'est une femme qui porte le courage pour dénoncer ça. En France, on a encore rarement eu un homme, et pourtant il y en a un. Il y en a un. Il y a des hommes pakistanais qui ont été mariés de force, il y a des hommes indiens, il y a eu des hommes aussi dans tout ce qui est pays d'Afrique qui ont été aussi mariés de force. Mais ils parlent C'est pas. très fréquent, c'est-à-dire que c'est 50-50, autant d'hommes que de femmes. Non, moins d'hommes. Moins d'hommes parce que l'homme, tu sais, c'est, comment te dire, il va être marié de force, mais en fonction de sa sensibilité de vie. En fonction de sa sensibilité de vie, soit il va mener une double vie, donc il aura accepté, il va dire, bah, elle, c'est la mère de mes gamins. Puis il va vivre avec son amour, il va vivre son amour autrement. Une femme, c'est plus difficile pour elle de mener une double vie. Donc forcément, elle en souffre plus. Là où l'homme, voilà, bah écoute, ouais, c'est bon, j'ai fait plaisir à mes parents, ils sont contents, nickel, je leur ai fait des petits-enfants, parfait. Par contre, ils font la java avec l'autre, quoi. Et ça, fou, là. On pourrait être très étonné du nombre de personnes qui vivent des doubles vies. Bah, comme le mari de Lady Diana, justement. Et ben voilà, on peut en parler des heures et des heures. Je suis une grande passionnée de leur histoire. Grande passionnée. Et c'est pour ça que je te dis c'est mon modèle, Lady Diana, parce que, oh là là, c'est la vie qu'elle a vécue et la série qu'ils ont faite récemment sur leur vie, d'ailleurs, elle est incroyable. Parce qu'il y a un passage où ils disent on s'est mariés pour nos parents. Ah, ça m'a tué. Ah, j'ai dit ça y est, c'est bon, on a compris. Voilà, ils ont. Et lui, il l'a dit j'ai pas voulu ce mariage avec toi, Diana. Eh ouais. Mais du coup, tu vois, on parlait de l'Occident et on parle de nos pays d'origine. Est-ce qu'en Occident, en fait, c'est pas les mêmes choses qu'on reproduit? Mais en Occident, attention, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore très répandu. Hein. Rien qu'en France, hein, dans la haute bourgeoisie, et encore aujourd'hui, dans la haute bourgeoisie, ça existe encore les mariages forcés. Hein. Je dénonce en tant que franco-pakistanaise, mais mon message porte plus haut. Mon message porte en tant qu'humaine. C'est-à-dire que ça stoppe. Il faut arrêter, que ce soit dans la haute bourgeoisie, que ce soit dans les castes pauvres, que ce soit dans tout rang social. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, la haute bourgeoisie française marie encore leur enfant de force. Parce qu'il faut se marier avec quelqu'un du même rang. Tu vois, la haute bourgeoisie, tu as des filles, des hommes, ils n'ont pas le droit de tomber amoureux. Ils vont pas dans les écoles, s'ils fréquentent des écoles où il n'y a pas que des gens de la haute bourgeoisie et qu'ils ont le malheur de tomber amoureux de la voisine qui lui a prêté son stylo, ah mais c'est fichu pour eux aussi, hein, attention, ils rencontrent les mêmes problèmes, bien sûr. Mon message, beaucoup me disent, et ça c'est important de le mettre en avant, beaucoup me disent, tu critiques la communauté pakistanaise, à cause de toi on les rabaisse, mais vous comprenez pas que je parle forcément en tant que franco-pakistanaise, parce que moi ça m'est arrivé en tant que pakistanaise, mais je parle pour tout le monde, pour tous ceux de toute origine, de toute confession, de tout rang social. Ça, c'est non. On choisit notre vie. On choisit notre mari, on choisit notre épouse. Et si on veut pas se marier, on se marie pas. Et on n'a pas à nous forcer, en fait. Et ouais, mon message va plus loin que ça. Donc, l'exemple pur et simple, dans la royauté, ça s'est passé. Ça s'est passé. En Angleterre, c'est nos voisins. Ils sont juste là, les Anglais, là. Et ben ça s'est passé. Donc oui, bien sûr qu'il y a encore ça de nos jours. Bien sûr. Tu sais, des fois, tu as des familles de médecins en France. Elles poussent quand ils sont médecins de génération en génération. Eh ben, crois-moi que si le dernier enfant, il a décidé, en tant que médecin aussi, parce qu'il a fini par être médecin aussi, hein, bizarrement, il a été poussé quelque part à être médecin. Ah, je te jure que s'il choisit une guitariste, toute la famille, elle va lui dire, t'es sûr? Non, parce qu'on est peut-être tous mariés entre médecins, en fait, donc il faudrait peut-être réfléchir à pas nous ramener une petite guitariste à la maison, quoi. Ah, ça se passe vraiment. J'ai encore, moi, des personnes françaises qui m'écrivent. Quand je dis française, c'est quand tu n'as pas trop d'origine, tu vois, étrangère, on va dire, avec le moins de mélange possible, qui m'écrivent et qui me disent, c'est ouf, mais je suis blanche, française. Et crois-moi que je te retrouve dans je me retrouve dans ton discours. Donc oui, mon message porte plus loin. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des nouvelles de ta famille? Alors non, j'ai pas de nouvelles de ma famille. J'ai des nouvelles que de ma maman, avec qui j'essaie de garder une bonne relation. Je la protège aussi parce que je veux pas qu'elle soit trop proche, dans le sens où là-bas, derrière, il lui reproche d'être proche de moi. Donc je veux la protéger. Mon père, non, pas de contact.
En même temps, je peux l'appeler quand je veux, hein. Si je veux, là, je prends mon téléphone, je l'appelle devant toi. Mais je te mets en haut-parleur, tu vas voir, pendant 20 minutes, on va subir que des insultes. Ça va être simple. Voilà, je te mets la pause et t'as pas besoin de parler, tu l'écoutes. Ah, un jour je m'amuserai à le faire, tu vois. Tu poses le téléphone et dire, ça va, papa? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va, ouais. Bien sûr, ça va, ouais. Ça fait 1 an que tu m'as pas appelé, hein? Bah, papa, toi aussi, tu m'as pas appelé. Ouais, bah, c'est moi qui dois t'appeler? C'est qui la fille dans l'histoire? C'est qui l'enfant dans l'histoire? C'est toi. Ok? C'est à toi de m'appeler. C'est à toi de me demander. C'est à toi de me dire où t'en es dans ta vie. C'est à toi de. Bah, papa, toi aussi, tu peux aussi me demander comment je vais. Je suis ta fille quand même. Peut-être que je te manque. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de ça chez nous, hein. Il n'y a pas de manque, tout ça. Arrête avec ça, j'en ai marre. C'est n'importe quoi, ça. Et en fait, c'est comme ça pendant 20 minutes. Puis au bout d'un moment, t'arrêtes de parler. Et puis c'est parti. De toute façon, vous voulez pas vous marier, vous voulez pas m'écouter, vous avez choisi d'être des enfants libres. Moi, j'en ai marre. Moi, de toute façon, j'attends qu'une chose, c'est de crever. Et puis voilà. Et puis après, tu culpabilises. Tu restes loin et tu dis, ok, merci, coupé. Plus de batterie. Et tu coupes, quoi. Mes frères et sœurs, pas de contact non plus. J'ai pas pu. Ils ont Pourquoi pas repris contact. J'ai pas repris contact. Bah, à un moment donné, le lien s'est coupé. Mon père nous a élevés tu sais, le concept de diviser pour mieux régner. Mon père nous a beaucoup élevés comme ça, où il m'a beaucoup divisé d'eux. Il a beaucoup critiqué ma personne en leur présence. J'ai été un peu le mouton noir de la famille. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent moi qui déclenchais les disputes à la famille, mais pas parce que je voulais, mais parce que je me rebellais. Et que du coup, ça énervait mon père que je me rebelle. Et donc, mon père insultait ma mère. T'as vu, c'est quoi cette fille que t'as fait là? C'est quoi là? Elle a trop une grande gueule pour nous là. Fais-lui fermer sa bouche là. Donc, mon père se disputait avec ma mère. Ensuite, moi, je rebellais. Arrête de toucher maman, tu la touches pas. Et c'était un. Tu vois? Et que mes frères et sœurs étaient petits. Donc, ils ont vu à cause de qui ça démarre? À cause d'elle. Donc, moi. Et ton grand frère? Moi, il me. Non, il est très distant avec moi. Il veut plus du tout me parler. Je suis un mauvais exemple pour ses enfants. Je suis un très mauvais exemple. Donc lui, il est rentré dans le rang. Ouais. Mais lui, depuis toujours. Complètement. Ouais. Mon grand frère est complètement dans le rang, ouais. Il a écouté mon père, il a travaillé avec lui, il s'est marié là où il lui a choisi une femme. Il est à fond mentalité pakistanaise. Ouais, complètement. Après, c'est le genre de personne qui prend ce qui l'arrange, hein. Il y a beaucoup de choses en France qui l'arrangent aussi, hein, bien sûr. Mais dans le discours, en tout cas, il est pakistanais. Tu vois, il n'a jamais voulu la nationalité française. Au moins, il est cohérent, tu vois. Il l'a jamais prise. Il a toujours été sur la carte résident, on dit. Il a toujours eu une carte de résident. Il veut pas la nationalité française. Il la veut pas. Ses enfants, ils l'auront, du coup, automatiquement. Mais lui, il la veut pas. Il s'en fiche. Mais toi qui étais très complice avec lui, ça t'a pas blessé quelque part de pas être. Ah, si, mon grand frère me manque. Ah, si. C'est avec. De toute façon, tous mes frères et sœurs, hein, bien évidemment, me manquent, hein. On a eu une période dans notre vie où on était tous très complices. On était tous entre nous, on a regardé des films ensemble, on a dansé ensemble, on a rigolé ensemble. Notre vie a été. Elle a pris un tournant quand mon grand frère, Bichette, il a décidé de partir. Moi, je me suis mise à travailler avec mon père. Donc, moi, je rentrais en pleurant à la maison. Donc, j'avais plus le temps de regarder des films avec mes frères et sœurs. Ils ont grandi et puis moi je grandissais au travail et eux ils grandissaient tout seuls aussi, donc là il y a un lien qui s'est cassé, quoi. Notre vie a pris un tournant, oui. Notre vie a pris un tournant dans notre enfance, au collège en tout cas, pour moi. Tu penses que tes frères et sœurs et ta famille ont lu ton livre? Non, je pense pas. Non, ça les intéresse pas du tout. Non, pas du tout. Et je saurais pas te dire pourquoi. Je pense que je les intéresse pas, c'est tout. Mais moi je pense qu'ils ont lu ton livre. Non. Ou qu'ils ont eu des échos. Ah forcément. oui. Ah bah bien sûr. Non mais les échos, oui. Je suis une personnalité publique aujourd'hui. Mon livre, il est passé sur la chaîne nationale de la France. T'imagines bien, bien sûr. Mais bien Je pense sûr pas qu'il y en ait un Non. des frères. Non. Alors, si c'est le cas, je serais étonnée. Mais agréablement étonnée. Tu vois? Mais j'ai envie de te dire non. J'ai pas envie de me faire d'espoir. J'aimerais bien. Désolée, faut pas que je pleure. Mais, parce que j'en ai marre de pleurer dans les interviews. Mais ouais, non. Non, je pense pas. Je pense pas. J'aimerais, parce que mes frères et sœurs me connaissent pas, vraiment. Il y a une partie de moi qui connaissent pas. J'aimerais qu'ils me connaissent. Aujourd'hui, il y a énormément de gens que je connais pas, qui ont lu mon livre et qui me connaissent maintenant, parce que j'ai vraiment tout couché sur papier, hein. J'ai tout raconté, hein. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu, tout. Ils savent par quoi je suis passée. Donc, ils peuvent se faire une idée sur moi, tu vois, une image, ils savent. J'aimerais que mes frères et sœurs lisent mon livre, pour qu'ils comprennent que la personne qui a grandi au travail, que eux n'ont pas pu voir parce que eux ils étaient à la maison, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a subi au travail? Eux, ils me disent, t'abuses quand tu dis que papa il t'a frappé.
Ouais, ils n'ont Comment? pas cette Mais ils ont pas... perception, bien Non. sûr. Chacun a son interprétation. Oui, mais c'est ça. Ouais. Arrête de diaboliser papa tant que ça. Attends, mais excusez-moi, mais en fait, les coups, je les ai pris pour vous. Donc, je vous demande pas de le diaboliser vous, mais laissez-moi le faire. Pour moi. Moi, il n'y a pas de souci si ça a été le super bon papa pour vous. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me va, je suis la plus heureuse. Heureusement que tous mes frères et sœurs n'ont pas subi tout ce que mon grand frère et moi avons subi. Heureusement. Je l'aurais mis en prison, là, sinon ça aurait été trop dur. Déjà que je me retiens par rapport à ma mère pour tout ce qu'il lui a fait subir. Mais toi, ta mère, elle a vu tout ce que toi, tu as subi. oui. Et elle peut pas, elle l'a pas dit à tes frères et sœurs? Non. Non. Ma mère, elle achète la paix de tout le monde, ma mère. Ma mère, elle déteste les conflits. C'est ça, hantise les conflits, elle. C'est un peu ce que je lui reproche, de ne pas être assez courageuse. Mais son courage, elle l'a mis dans autre chose, et elle a raison. Mais quand je dis reproche, c'est pas méchant, c'est un manquement. Si ma mère avait eu ce courage de dire à mes frères et sœurs, oh, votre sœur, elle a vécu des choses pas faciles. Elle a pris les coups pour vous. Elle a parlé pour vous. Vous avez tous eu vos diplômes. Vous avez tous eu vos bacs. Vous avez tous fait bac plus je sais pas combien. C'est elle qui remplissait le frigo quand vous étiez petit. Vous vous rappelez quand votre papa, il voulait plus acheter les courses? Bah, c'est elle qui l'a ramené. J'aurais aimé. Mais je pense qu'elle a plus envie de penser au passé que... Voilà. Et elle est... Ouais, c'est trop difficile. Ouais, je pense. Il faut leur envoyer le livre. Non? Pour renouer les liens. C'est important, c'est vrai. Non, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Non, j'ai trop tendu la perche. J'ai trop tendu la main à la famille. Trop. Aujourd'hui, je pense que je serais même pas te dire, mais j'ai rien à leur dire. C'est fou, hein? Mais j'ai plus rien à leur dire. J'ai tellement vécu de choses sans eux que c'est comme le concept des amis qu'on parlait tout à l'heure. On n'a plus rien à se dire, en fait. Ils ont tellement vécu de choses. J'ai tellement vécu de choses sans moi sans eux que... C'est du temps à rattraper, justement. Justement, vous avez plein de choses à vous dire. Alors, il faut enlever Non? toute la rancœur. Hein. Faudrait enlever toute la rancœur. Mais je pense qu'il y a une gêne en nous. Il y a une gêne, il y a un truc. Faut briser Ouais. le premier, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est dur. Parce que la rancœur, elle vient en fait du père. Elle vient pas... Normalement, il ne devrait pas y en avoir entre vous. Ben, normalement, il ne devrait pas du tout y en avoir entre nous. Sauf que mon frère, un de mes petits frères, me reproche d'être trop libre, de danser sur les réseaux. L'autre, en fait, ils ont quand même quelque chose, eux, personnellement, à me reprocher. J'ai une petite sœur, elle est dans la religion, voilée. Elle me reproche, tu vois, enfin, elle me reproche. Elle me l'a jamais dit ouvertement, mais ouais, elle me reproche de faire du mal aux parents. La toute petite, j'ai trop une grande gueule pour elle, je lui fais peur. Ils ont tous quand même quelque chose à me reprocher, tu vois. Et au lieu de venir vers moi et dire, bon, allez, t'es comme t'es, ça va, voilà, on t'accepte comme t'es, on n'a pas à t'en vouloir, bah non. Après, c'est les on-dit, hein. Comme tu dis, ça se trouve, c'est divisé pour mieux régner. Peut-être toi, c'est ce que tu as entendu. Non, je le sais. Je le sais, j'en ai eu des conversations avec eux. J'en ai eu, je sais très bien. Sauf que ça va pas plus loin que ça, quoi. On t'a marié de force donc à 25 ans. C'était en 2016, Je crois. c'est ça? Qu'est-ce qui t'a décidé de sortir ce livre en 2023? Ma communauté sur les réseaux sociaux que j'ai créés pendant 1 an et demi qui m'ont motivée à poser mon histoire sur papier en me disant que mon livre pourrait devenir une source d'inspiration, une source de force et d'espoir pour les jeunes qui seront potentiellement amenés à vivre un pourcentage de ma vie ou toute ma vie ou des choses sur lesquelles ça pourrait leur résonner en eux. Ma communauté, ouais. Quand j'ai débarqué sur les réseaux, à la base, moi, je suis venue pour danser. Hein. Je suis venue pour faire de la danse Bollywood et faire de la traduction de chansons. Moi, à la base, j'étais venue pour ça. J'étais pas du tout venue pour raconter ma vie. Et sauf que tu crées un lien avec une communauté. Les gens commencent à essayer de savoir qui tu es, apprendre à te connaître. Mais t'es qui? Est-ce que tu... Oh là là, le Pakistan, parce que je suis la première personnalité publique, influenceuse, créatrice de contenu pakistanaise en France. Je suis la première. Il y en a d'autres qui vont arriver, je l'espère, plus être la seule. Mais je suis pour l'instant la première, autant connue, autant suivie. Et de base, c'est pas ce que je recherchais. Aujourd'hui, ils m'ont dit, je crois que j'avais à peine 30 000 abonnés sur TikTok, et ils m'ont dit, mais t'es qui en fait? Mais il n'y a pas de Pakistanais qui se montrent. Nous, on a une communauté très pudique, on est très dans notre coin. On se montre pas, on s'affiche pas. Et voilà,
t'es qui, quoi? Donc, quand j'ai commencé à me présenter, à me parler, moi, je suis ça, je fais de la danse Bollywood. Ah, mais tu sais que chez toi, il y a les mariages forcés, hein. Ouais, il y en a, ouais, je sais. Bah ouais, mais même moi. Comment ça, toi? Bah, j'ai dit, moi aussi, j'ai été mariée à 25 ans. Non, c'est pas vrai. Raconte, tu sais, dans les lives, ça part en cacahuète, là, en 2 secondes, là. Raconte, c'est quoi cette histoire? Comment ça, t'as été mariée? Non, c'est pas vrai. Et en fait, tu réalises pas ce qui t'est arrivé tant que les gens ne te font pas réaliser. C'est pour ça que la communication est très importante. Très importante. Moi, pour ça, je suis contente d'être une pipelette parce que des fois, je parle trop, mais au moins, je donne beaucoup d'infos et ça résonne là où ça résonne, tu vois. Tant pis. C'est pas grave. Des fois, j'ai tendance un peu à saouler ou quoi, mais au moins, quand je parle beaucoup et vas-y, prends ce que t'as à prendre, quoi. Et là, quand j'ai dit, bah ouais, moi aussi, j'étais mariée et tout, nanana. C'est pas vrai, mais tu sais que c'est pas normal. Ah bon? Et nous, dans notre communauté, on est tellement. Genre, c'est normal, Habitué, ouais. habitués, en fait, que j'avais pas réalisé à quel point c'était pas normal de vivre ça. Et ce live, il avait fait plus de, je pense, 7000 spectateurs. Ils m'ont dit, mais raconte, on veut savoir. Ah, ok. Bah, j'ai raconté. J'ai raconté. Et en fait, ça a pris une ampleur de dingue. Les médias qui m'ont contacté, les gens qui ont relayé mon live, les gens ont commencé à s'attacher à moi en disant, mais ah ouais, t'es pas juste danseuse, t'as une histoire en fait derrière là, t'as vécu quelque chose en fait. Et c'est là, j'ai commencé à recevoir des témoignages de femmes, d'hommes. Merci de prendre la parole. J'ai vécu la même chose que toi. Et j'habite en Angleterre. Non, je rigole. Oui, oui, mais j'habite en Angleterre, mais je suis pakistanaise, pas Ouais, anglaise, pardon. Mais oui, j'ai eu des Pakistanais en Angleterre, j'ai eu des Sénégalais, des Gabonais, j'ai eu des Maghrébins, j'ai eu des Algériens, des Marocains qui m'ont écrit. Waouh, la vie a pris une autre tournure là. Et là, j'ai dit, ah oui, d'accord. Ah, je savais pas qu'on était aussi nombreux en fait. Et là, j'ai dit, bah, c'est ma mission de vie. Ce sera ça, ma mission de Vous vie. êtes le soldat pour dénoncer. Ouais. Tu sais, souvent, on m'a dit, t'as une voix qui porte. Et je comprenais pas pourquoi. Pendant longtemps, j'ai eu honte de ma voix. Parce que j'ai une voix qui va pas avec mon visage. Dans le sens où j'ai une voix un peu rock, tu vois. J'ai un petit visage de petite souris, tu vois. Et dit, ça va pas ensemble. Je fais pas. Et du coup, souvent, je me suis demandé pourquoi j'ai cette voix. Pourquoi j'ai pas une voix douce, apaisante, tout ça. Pourquoi moi, tout de suite, je viens, je dérange. Et c'est maintenant que j'ai compris. Il y a 2 ans de ça, j'ai compris. Où j'ai dit, mais en fait, c'est parce que tu parles pour les autres. Ceux qui osent pas parler, ceux qui n'arrivent pas à parler, ben en fait, ta voix ira plus loin, on t'entendra de très loin. Moi, j'ai pas besoin de micro, tu vois. Moi, on me donne un micro, je dis non, merci. Je vais vous casser les oreilles. Pas besoin de micro, je vais parler comme ça, tout va bien se passer. Et en fait, ben, j'ai compris que, ouais, il y a des gens comme ça où on a plus de traits que d'autres parce qu'on doit faire plus de choses que d'autres, pour les autres. Mais il faut pas s'oublier. Si tu pouvais voir une personne de ta famille, ce serait qui? Si tu devais choisir une personne à Oh, revoir. c'est marrant cette question. Oh, je sais pas du tout. Là, on ouvre la porte et tac, il y a une personne de ta famille qui rentre. Alors, c'est marrant ce que je vais te dire. Mais moi, je veux juste voir mes neveux et nièces. C'est tout. De ton grand frère? Ouais. Neveux et nièces. J'arrive à les voir de temps en temps, mais je manque beaucoup de moments de leur vie parce que mon frère veut pas que je les voie. Donc, j'y vais en cachette. Je vis des moments, tu vois, petits avec eux. Ouais, tu me donnes... Ah ouais, tu me donnes mon neveu, ma nièce, là. Oh là là, je serais... Tu sais, mon cœur, là, il serait tout apaisé. Il est apaisé, mon cœur, mais tu sais, il y a toujours un petit truc qui te manque. Ouais, mon neveu, ma Et eux, nièce. ils t'aiment. Ah ouais, on a une relation incroyable. Bah, mon neveu, c'est le premier bébé de la famille. C'est celui que j'ai pris dans mes bras. Premier bébé en bas âge de ma famille. C'est le fils de mon grand frère, quoi. Et c'est la prunelle de mes yeux. Et ouais, ma petite nièce aussi, ouais, bien sûr. Les deux. Les Et deux. toi, un petit bébé pour bientôt? Bah, c'est pas en projet, mais évidemment, bien sûr. Ouais, carrément. Comme s'ils joueront ensemble? Les cousins, cousines? Ouais. Ça, par contre, j'ai jamais dit non. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon chéri. Je lui ai dit, on ne mélange jamais. Ça, c'est important de le mettre, si tu peux. On ne mélange jamais les querelles adultes, enfants. Moi, ça m'a détruit ma vie. Mon père nous a mélangés entre les querelles de sa femme. D'accord? Et ta mère ci, et ta mère ça, et nanani, et nanana, et ma mère, et ton père ci, et ton père ça. Va dire à ton père ci, et va dire à ta mère ça. L'enfant, il est déjà pas construit.
qui doit gérer les problèmes des grands, en fait, tu vois. Et ça, très important de le préciser, quand vous êtes des frères et sœurs en querelle, vous êtes oncle, tante, bref, adultes, il y a des conflits, ne coupez jamais les liens des enfants. Parce que vous n'avez pas à décider pour eux. Eux, ça se trouve, ils vont perdre un meilleur ami, ils vont perdre un superbe cousin, ils vont perdre une relation avec une cousine. Non, leur privez pas de ça. Vous faites ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous arranger, il n'y a pas de problème. Moi, je le dis, et peut-être que mes frères et sœurs écouteront cette interview, quand mes enfants seront un peu plus grands, je leur proposerai, voilà vos cousins, voilà vos tantes et votre oncle, prenez leur numéro, allez les voir. S'ils vous ouvrent leur porte, mais moi, allez-y. S'ils vous ouvrent pas, au moins vous saurez. Mais par contre, jamais je dirai à mes enfants, non, vous n'allez pas voir les tata et tonton. Vous n'allez pas voir vos cousins et cousines. Non, ça, c'est pas bien. Comme on se l'est dit au début de l'interview, on est issu de communautés qui n'aiment pas trop faire de vagues. Du coup, ce livre, comment il a été pris par les gens de la communauté pakistanaise? Est-ce que tu as eu des retours? Ah là là, une grosse partie de la communauté pakistanaise de toute façon, rejette depuis le début ma présence sur les réseaux, rejette mon combat et effectivement rejette mon livre. T'as vendu ta famille pour 18,90 €. Ça y est, maintenant, t'as décidé de faire de l'oseille sur ton père. C'est bon, laisse tranquille ton père. C'est pas parce qu'il t'a mis 2-3 claques qu'aujourd'hui, tu dois en faire toute une histoire de vie. Arrête de nous foutre la honte. T'es une honte pour nous. Ouais, c'est ça, t'es une honte pour nous. Te dis pas pakistanaise. Non, merci. D'autres communautés c'est la personne en elle-même qui m'aime pas, mais qui est pas de la communauté pakistanaise, va aller dire force aux Pakistanais, j'aurais pas aimé avoir une affiche dans ma communauté. Mais parce que juste que je suis une grande gueule, c'est tout. Que ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que je parle au nom de leur sœur. Je parle au nom de leur mère. Je parle pour leurs grand-mères qui ont vécu des atrocités. Je parle. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes parlent. Beaucoup de femmes parlent. Mais une femme pakistanaise, c'est pas encore arrivé. Ça va arriver, tu vas voir. Tu vas voir, les choses vont changer. Beaucoup de Pakistanaises les Indiennes vont s'ouvrir là. Tu vois? Parce qu'il en fallait une pour démarrer. Et ouais, ça a démarré par moi, ça m'a coûté très cher, hein. Mais c'est pas grave. On va aider les autres. Ça a été mal perçu, très très mal perçu. Est-ce que tu as un dernier mot à nous confier? Ah, on a beaucoup parlé, hein. Ah, je t'ai tout dit là, hein. Alors, on a été très loin là, hein. Non, franchement, ça va. Non, juste, vivez votre vie. On en a qu'une. Et pas peur de se dire, ouais, one life. Et ma vie m'appartient, ma vie, mes choix. Personne ne doit décider pour nous. Si vous avez de la peur en vous, allez faire des thérapies. Allez trouver une thérapie qui peut vous convenir pour aller vaincre cette peur. Affronter vos peurs. Ça peut être la peur de voyager seul, ça peut être la peur de dire stop à une personne qui est toxique dans votre vie, ça peut être tout plein de choses. Essayez, allez-y, ayez le courage. Votre vie, elle est extrêmement précieuse. Et si vous la vivez pas maintenant, vous la vivrez jamais. Et n'attendez pas que les autres vivent votre vie à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez vivre votre vie. Donc vraiment, je vous le dis, il n'y a rien de plus bon et beau comme sentiment, comme émotion, que de se sentir libre de ses choix. La fille que j'ai croisée juste avant de venir à ton interview, elle m'a dit « Oui, je suis seule parce que j'ai été reniée par ma famille qui voulait me marier de force. » Je la regarde, je lui dis « Mais je suis libre. » Tu vois, c'est magique. Et là, tu voyais ses yeux, ils pétillaient. « Ouais, mais je suis libre. Au moins, on me force à rien faire. Je fais ce que je veux. » Soyez libres. Merci. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge.